A priori, nous sommes installés. On doit être à peu près 3 ou 4 000 dans cette salle ce matin, si je compte le nombre de chaises, évidemment. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, quelle horreur. Et comme par définition, je suis journaliste, ça veut dire que je ne connais rien. Et donc je suis venu pour apprendre 2-3 trucs ce matin et interpeller un peu tous les gens qui sont autour de la table. Et comme je ne suis pas assez costaud pour le faire tout seul, j'ai bien envie que vous participiez vous aussi. On va le faire de façon différente. D'abord parce que je vais laisser la parole à la salle pour que vous puissiez de temps en temps prendre la parole avec un micro pour poser des questions aux intervenants. Mais le plus simple, c'est de pouvoir m'envoyer par un bureau SVP virtuel vos questions. Ça va se passer avec vos téléphones ou à travers Internet. Je vous donne juste un code. On est ici dans la séance plénière qui s'appelle MEDEF 1. Et si vous souhaitez envoyer une question à n'importe quel moment, vous m'envoyez par SMS MEDEF 1 suivi de votre message et vous l'envoyez au 31 244. Je sais, ça fait un peu Star Academy, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas financer l'université d'été là-dessus. C'est juste pour que ce soit easy pour tout le monde. 31 244 donc par SMS, sur Twitter MEDEF 1 et par web sur votrequestion.com. Le mot-clé, c'est MEDEF 1. Voilà, moi j'ai un iPad sous les yeux, je vais voir vos questions arriver, je vais piocher de temps en temps. Vous en apercevrez quelques-unes sur les écrans qui sont juste à côté. Une fois que j'ai fait Monsieur Loyal pour vous expliquer ceci, ce qui est la partie la plus désagréable de mon métier, je vais commencer maintenant dans le dur en vous présentant tous les intervenants qui sont autour de moi. Et comme ça se fait de manière plutôt sympathique et comme on est en famille un peu détendue, je vous propose de les applaudir parce qu'ils sont tous venus et certains de très loin pour vous rejoindre ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. On va parler des recompositions géopolitiques. Moi, j'ai envie de me poser, si je me souviens bien du livre d'histoire et de géographie que j'ai dû avoir, et avec insolence, je me dis que j'ai dû avoir un des livres d'histoire et de géo un peu plus récents que certains d'entre vous. Et donc, ça veut dire que je ne connais plus le monde tel qu'il doit être aujourd'hui, 1er septembre, qui est peut-être différent de celui d'hier matin et encore différent de celui de demain matin. Il faut donc qu'on puisse avoir quelques spécialistes qui nous ouvrent les yeux là-dessus. En deux parties, je voudrais un état des lieux avec les spécialistes qui sont là, et dans un deuxième temps, voir comment, face à ces recompositions géopolitiques, comment doit et va se développer le business, comment vous, dirigeants d'entreprise, vous allez pouvoir faire avec ce monde en mouvement. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être avec nous ce matin. Vous pouvez en effet le saluer également. Je vais poser la question à chacun d'entre vous. La règle du jeu, je leur ai donné en coulisses. Hein. Surtout pas de tunnel de 12 minutes parce qu'on va s'endormir. Donc tout le monde nous fait des interventions de 2-3 minutes efficaces. Voilà, comptez sur moi si ça ne me plaît pas ou si c'est trop long. Monsieur le ministre, une fois que j'ai donné la règle du jeu, je vous pose la question qui sera la même pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là ce matin, monsieur le ministre ministre de la Défense, recomposition géopolitique. Dites-nous l'intérêt que vous avez là-dessus. Écoutez et témoignez. Écoutez et témoignez. C'est suffisamment court. Écoutez, je vous trouve formidable, c'en est même frustrant, vous voyez. On a le plaisir, alors, hormis commencer par un ministre, le protocole ensuite, vous ne m'en voudrez pas, je ne le connais pas, vous non plus. Ma mère m'a appris, on va commencer par les dames. Je voudrais que l'on salue Dame Helen Alexander, qui est à côté de moi, qui nous vient de Londres ce matin. J'ai appris que Dame, c'est l'équivalent de Sir pour les hommes, donc c'est un titre honorifique. Vous me voyez très honoré, vous nous voyez tous très honorés de vous avoir ici. Alors vous êtes VP CBI, c'est quoi? C'est l'équivalent du MEDEF, c'est ça en Angleterre? Exactement, c'est l'équivalent de MEDEF, c'est Confederation of British Industry. Très bien, vous êtes chairman également, à la tête d'Incisive Media, mais vous êtes aussi à la tête de Rolls-Royce, vous êtes... Oui, enfin, j'étais le chef du groupe qui publie le journal The Economist pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je fais plusieurs choses, mais je suis, comme vous dites, au conseil d'administration de Rolls-Royce, par exemple. Très bien. Au point de vue international, voilà. On est très heureux de vous avoir avec nous. On va avoir l'occasion d'avoir votre regard sur ce monde-là, et notamment sur l'Asie, que vous connaissez
la Chine en l'occurrence. On va avoir l'occasion de vous poser des questions là-dessus. Monia Essaidi est avec nous, elle nous vient de Tunisie. Elle préside l'équivalent du MEDEF en Tunisie. Alors, il y avait le vieux MEDEF en Tunisie jusqu'avant la Révolution, 3 points de suspension. Il y a donc ceux qui ne s'y retrouvaient pas et qui se sont dit, bah, écoutez, il y a eu la Révolution, on va la faire nous aussi, on va monter un autre mouvement. Quelque chose me dit qu'il voulait aussi changer les choses. Donc Monia Essaidi, en étant à la tête de ce groupement, représente aujourd'hui les entreprises tunisiennes. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi je vous viens de Carthage. Je viens aussi pour témoigner et réfléchir autour de ce monde en pleine mutation, ce monde arabe qui est en pleine effervescence. Et la grande question que je me pose, est-ce que nous sommes prêts à ces changements qui se sont effectués à coups de clics sur Facebook, puisque la révolution est numérique. Oui. Donc par rapport à la Confédération, je suis membre fondatrice de la première Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, qui vient d'être créée juste après la Révolution. Je suis ravie d'être parmi vous. Et nous, de vous accueillir, évidemment. Autre tour de table, Catherine Vitol de Venden. Vous êtes politologue, juriste, et ce ne sont pas des maladies, mais on va comprendre à quoi ça sert. Vous êtes spécialiste des migrations internationales, directeur de recherche au CNRS, au CERI, n'en jetez plus. J'ai besoin de vous pour feuilleter ces pages d'histoire et nous parler particulièrement des mouvements migratoires. Voilà, tout à fait. Je vais essayer de vous parler de ce qu'on pourrait appeler une sorte de mondialisation contradictoire qui a été amenée par les migrations internationales. On est dans un monde qui bouge et c'est un sujet sensible. Vous ne m'en voudrez pas, Pierre Moscovici, d'avoir commencé par les dames et par le ministre auparavant. Pierre Moscovici, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes député du Doubs. Mais alors, est-ce que vous êtes trompé de plénière de salle? Qu'est-ce que vous faites là avec nous ce matin? Vous voulez dire parce que je suis socialiste? Pas du tout. Non. Mais, d'ailleurs, vous voyez en plus, je vois des pulls rouges en face de moi partout. Donc j'ai l'impression d'être à domicile pratiquement. C'est pour ça qu'on vous a mis à ma droite et M. Longuet à ma gauche. C'est un peu pour brouiller les cartes ce matin. Mais, non, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu, écouter, témoigner, réfléchir. Puis, puisqu'on est dans une année préélectorale, je dirais aussi préparée. Plus sérieusement, donc, je suis un habitué de ces rencontres. Parce que j'estime en effet qu'on ne se croise pas assez entre les milieux politiques, les milieux académiques, les milieux diplomatiques, les milieux politiques aussi, et que, bon, je suis un Européen convaincu, on le sait, un peu inquiet de l'avenir de l'Europe dans ces ruptures géopolitiques que nous vivons, mais je pense que c'est une occasion d'échange assez unique. Et on est ravis de vous avoir. Je ne vous laisserai pas faire ni les uns ni les autres de campagne électorale, mais je vous laisserai prendre de la hauteur et du recul sur tout ça pour nous apaiser un peu. Ces jours-ci, ça sent un peu mauvais, on aimerait éviter tout cela. Je voudrais avoir Jean-Louis Guigaud au micro qui est ici. Jean-Louis Guigaud, vous êtes délégué général de l'IPMED. Alors ça, c'est un nom de médicament que je ne m'y connais pas. Ah oui, ça n'a rien à voir avec des médicaments qui produisent plus de mal que de bien. Non, ça c'est... IPMED, c'est un institut de prospective qui a pour objectif, c'est dans les statuts, de rapprocher par l'économie les deux rives de la Méditerranée. Nous pensons que, et c'est mon attitude ce matin, je viens comme un militant. Je ne serai pas du tout objectif. Je dépasserai les limites de l'entendement pour vous dire que l'avenir de l'Europe, c'est la Méditerranée. C'est vraiment là que tout va se passer. Et les révolutions arabes nous rapprochent encore davantage de l'ensemble de ces populations. On aura beaucoup de questions à vous poser. Merci beaucoup Jean-Louis Guigaud. Michel de Rosen est avec nous, vous êtes directeur général d'Eutelsat. Alors, que fait Eutelsat, l'homme des satellites autour de cette table? Moi, je suis venu ici parce que c'est un retour aux sources. J'ai fait mes études ici, il y a quelques années. Oui. Et Eutelsat est un opérateur... Gérard Longuet dit c'est au siècle dernier. Je vous laisserai régler vos comptes. Il a raison. Il a raison. Eutelsat est un opérateur de satellites. Nous avons 27 satellites à 36 000 km de la Terre. Nous portons 3 850 chaînes de télévision. Et parmi ces 3 850, il y en a 400 en langue arabe. Nous sommes le 3e opérateur de satellites dans le monde, mais le premier dans la région Afrique du Nord, Proche-Orient. Voilà, je crois, pourquoi je suis ici. On ne sera pas diffusé sur les 3850, ne prévenez pas votre mère ou votre épouse. On sera en tout cas sur BDF TV et Dailymotion. C'est déjà pas mal ce matin. William Bourdon, bonjour, vous êtes avocat. William Bourdon, vous êtes un avocat que je vois régulièrement dans les médias parce que alors, vous, votre job au quotidien, c'est la défense des droits de l'homme. Je vous ai vu cet été
expulsé de Malaisie, c'est ça? Parce que vous alliez défendre là-bas les droits de l'homme. Enfin, vous êtes un ardent défenseur. Qu'est-ce que vous faites là autour de cette table? Pour témoigner, c'est un point commun avec Monsieur le ministre de la Défense. Je pense que ça ne sera pas le seul. Oui. Pour témoigner de la façon dont j'ai accompagné certains opposants en Afrique et dans le monde arabe depuis plusieurs années, participation à différents procès, et également pour témoigner de la portée, des conséquences des différentes procédures que j'ai initiées avec l'association Sherpa dont je suis le président et Transparency International France, Bien sûr. pour obtenir la restitution des avoirs détournés par le clan Kadhafi, le clan Ben Ali, le clan Moubarak, et peut-être demain, j'espère, le clan Assad. Très bien, on aura beaucoup de questions également à vous poser. Gilles Kepel. Gilles Kepel est avec nous ce matin. Alors Gilles Kepel, moi j'ai besoin de vous entendre au moins une fois par an pour remettre un peu mon disque dur à l'heure. Vous êtes mon docteur histoire, géographie, connaissance du monde. Parlez-nous un peu de votre présence ici ce matin. Vous êtes politologue aussi, spécialiste du monde arabe, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à Sciences Po. Oui, ça fait 30 ans que j'étudie le monde arabe, donc c'est normal que je sois là, je crois. Vu ce qui s'est passé cette année, j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité. Au-delà du plaisir de vous avoir aussi, François David, président de COFAS. COFAS, c'est quoi, François David? Eh bien, COFAS, c'est, je crois, la seule société à ma connaissance qui se conjugue au présent, au futur. Est-ce que vous êtes COFASé? Il n'y a pas d'autre société, à mon avis, qui se conjugue. Et d'ailleurs, nous espérons bientôt être dans le Petit Robert. Alors, notre rôle, c'est de garantir les entreprises contre le risque de non-paiement. Nous avons 120 000 clients dans le monde qui vendent à 55 millions d'entreprises. Et donc, nous suivons la situation financière de 55 millions d'entreprises dans le monde, ce qui nous donne une méthode microéconomique d'analyse qui est assez, je crois, assez unique aujourd'hui. Merci beaucoup également d'être avec nous. Pascal Boniface, alors, on vous connaît, vous êtes géopolitologue, vous êtes directeur de l'IRIS, vous êtes auteur d'un bouquin formidable, Les intellectuels faussaires. Je me suis régalé avec un air vicelard à le lire cet été, parce que je me suis vengé sur ces intellectuels que je vois à la télévision et qui parfois m'exaspèrent. Vous vous êtes fait plein d'ennemis à travers tous les chapitres cet été. Vous sortez sans garde du corps aujourd'hui, on est ravis de vous avoir. Pascal Boniface, il n'y a personne autour de la table qui soit visé dans votre bouquin? Non, pas à ma connaissance. D'accord, en tout cas pas dans le premier tome, on verra sur le second. Ils ont intérêt d'être sympas ce matin. J'ai tout dit quand j'ai dit géopolitologue, ça veut dire quoi géopolitologue? Parce que je suis, contrairement à Gilles Kepel, qui est un spécialiste du monde arabe, moi je ne le suis pas, je suis plutôt généraliste des questions stratégiques. Très bien, on va échanger avec vous également. Et puis Jean-Paul Hertemann, qui est PDG de Safran. Peut-être un mot sur la présence de Safran autour de cette table? Oh, oui, je suis, comme tout le monde, je suis là pour écouter, pour partager des questionnements, sinon des solutions. Et Safran, c'est quoi? C'est un équipementier qui travaille dans des domaines de haute technologie, dans l'aéronautique, l'espace, la défense et la sécurité, qui est une société de 55 000 personnes aux racines technologiques françaises. Et au marché mondial, puisqu'on exporte plus de 80% de notre activité, et avec une dimension internationale qui a commencé au début des années 70 par un partenariat transatlantique assez exceptionnel et qui aujourd'hui prend une dimension totalement globale. Oui. Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la question, on y reviendra. On va en parler ensemble. On a du pot ce matin, on a quelques profs qui vont pouvoir nous remettre notre livre d'histoire à jour. Et alors, à jour J, parce qu'il s'est passé quand même 2-3 trucs ces derniers jours. J'ai envie que vous me remettiez à niveau les uns et les autres. Je vais commencer avec vous, Gilles Kepel. J'aimerais que l'on ouvre ensemble, qu'on puisse contextualiser. De quoi parle-t-on? On va parler de ces recompositions géopolitiques. J'ai l'impression que ça a été la tectonique sur les plaques, qu'il s'est passé quand même 2-3 trucs et que le monde tel que je le connaissais il y a une semaine n'est plus le même. Racontez-moi ce que je dois savoir et ce dont on va parler ce matin, ce que vous en attendez. Gilles Kepel. Il y a deux choses. La première, c'est que ça fait 10 ans que le 11 septembre 2001 a eu lieu. Et donc, d'une certaine manière, on est en train d'essayer de refermer la page Ben Laden. Ça a été un élément majeur. C'est le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001.
Ça a posé énormément de problèmes, ça a changé complètement notre conception du monde et votre rapport à vos livres d'histoire de classe de 6e. Oui. Et cette année, il s'est passé quelque chose de très important dans le monde arabe, c'est ce qu'on a appelé les révolutions ou les révoltes arabes. Aujourd'hui même, vous savez, cet après-midi à Paris se réunit la conférence des Amis de la Nouvelle Libye et le régime de Kadhafi vient de tomber. La Tunisie a connu une mutation très importante et Madame Mona Saïdi est là pour nous en parler, justement avec une articulation entre la transformation démocratique et le rôle de l'entreprise dans le monde arabe nouveau. Est-ce que ce monde arabe va être capable de produire des valeurs à la fois démocratiques, des valeurs libérales et aussi une mobilisation économique qui permettra aux gens de travailler et de gagner leur vie? Parce que si ça ne se produit pas, évidemment, les groupes extrémistes vont pouvoir profiter de ces troubles. Et oui. En Tunisie, comme en Égypte, ça se produit. Moubarak est tombé également cette année. C'est un séisme majeur. C'est le plus grand pays arabe. Et puis, comme vous le savez, la Syrie est aujourd'hui dans un état épouvantable avec des massacres au quotidien. Le Yémen ne va pas tellement mieux. Et il y a tout cet énorme enjeu dans la péninsule arabique. L'Arabie saoudite a pris la tête d'une espèce de sainte alliance, si vous voulez, des monarchies contre-révolutionnaires. On ne regarde pas trop ce qui se passe dans cette région, on s'est tu, on a détourné les yeux quand il y a eu une répression extrêmement violente au Bahreïn, parce que qui dit Bahreïn dit rivalité avec l'Iran, mais aussi dit pétrole. Oui. Et l'une des grandes inquiétudes, c'est de savoir dans quelle mesure les révolutions arabes aujourd'hui peuvent bouleverser les approvisionnements pétroliers sur lesquels l'économie mondiale est construite. Et ça, c'est l'un des grands enjeux. Est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que, finalement, le monde arabe pétrolier, qui est celui qui est aujourd'hui le plus important pour l'univers, si vous voulez, lui également aille vers une transition démocratique, ou est-ce qu'au contraire on redoute tout mouvement là-bas et on va s'arc-bouter sur les positions acquises, y compris si à terme ça ne sera pas tenable, parce que la monarchie saoudienne est basée sur des gens qui sont aujourd'hui très âgés, il va falloir changer de génération. Est-ce qu'on est capable d'anticiper les changements ou bien est-ce qu'au contraire, on va naviguer au plus pressé? Et comme nous avons des gens qui voient loin, la COFAS, à Safran et dans les satellites, je suis sûr qu'ils vont pouvoir nous éclairer sur ce problème. Donc je crois qu'on a, si vous voulez, les bouleversements du monde arabe aujourd'hui sont extrêmement importants parce que par-delà la satisfaction que tout le monde a eue à se dire finalement la phase Ben Laden où il y avait une espèce d'hostilité terrible avec l'Occident est finie, les révolutions arabes finalement se sont construites à partir des idéaux démocratiques, des droits de l'homme, on s'est reconnu en elles et vice-versa. Est-ce qu'on pense qu'elles vont aller dans ce sens-là ou au contraire, est-ce qu'on est préoccupé parce que derrière elles, on l'a vu en Égypte, les énormes manifestations de salafistes et autres, est-ce que ça va être finalement l'incapacité à mettre en place l'institution et le chaos, hein? Beaucoup de questions. Évidemment, on va essayer de voir ensemble tout à l'heure qui a les réponses à ces questions, même si on l'imagine. Pascal Boniface, on parle là de ce qui s'est passé avec ce printemps arabe. On va y revenir évidemment parce que c'est dans toutes les têtes. Pascal Boniface, est-ce que cette tectonique des plaques dont je parlais depuis quelques mois, est-ce que l'onde de choc s'est propagée? J'ai une question qui vient d'arriver à l'instant par quelqu'un de la salle. Est-ce que ces révolutions peuvent continuer à se propager vers l'Est? Est-ce que ça se passe vers l'Est? Racontez-nous ce monde. Alors on a beaucoup parlé de la théorie des dominos, d'un effet domino, d'une onde de choc qui balayerait tout le monde arabe, un peu par référence à ce qui s'était passé en 89 en Europe de l'Est, où à partir du moment où un régime communiste est tombé, tous sont tombés. On n'aura pas la même chose dans le monde arabe, dans la mesure où si certains régimes sont tombés, si d'autres devrait tomber. On peut penser que la Syrie va durer encore, le régime de Bachar el-Assad durer encore quelques temps, mais quand on est à ce point coupé de son peuple, on ne peut pas le faire trop longtemps. Mais par contre, d'autres régimes resteront en place. Et donc la vingtaine de régimes arabes ne va pas être renversée. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en 89 en Europe de l'Est, où il y avait un facteur d'unité, c'était la mainmise de l'Union soviétique. Dès que Gorbatchev demande à l'armée rouge de ne plus tirer, tout tombe, alors qu'il y a des facteurs nationaux qui, dans le monde arabe, sont beaucoup plus importants. Par contre, l'onde de choc est mondiale.
On le voit en Inde avec ces manifestations pour lutter contre la corruption, quelque part la Puerta del Sol, et c'est une onde de choc mondiale parce que ce qui s'est passé là, ce qu'on appelle faute de mieux le printemps arabe, parce que ça bourgeonne partout, même si c'est produit en hiver, c'est une onde de choc mondiale et ça illustre la phrase de Brzezinski: à l'heure de la mondialisation, l'ensemble de l'humanité est politiquement active. Et donc ce sont les peuples, les populations à des degrés divers, cela dépend du degré de développement économique, surtout du degré d'éducation, d'accès du taux d'illettrisme ou non, et à des degrés divers, eh bien, il n'y a plus de régime totalitaire, sauf peut-être en Corée du Nord, et dans tous les pays, y compris dans les pays qui ne sont pas encore démocratiques, il y a aujourd'hui une opinion publique qui s'exerce différemment selon les pays, mais on ne peut plus négliger l'opinion publique qui est devenue le facteur déterminant des relations internationales. Jean-Louis Guigaud, pour revenir là-dessus, je ne cherche pas l'objectivité chez vous. Vous m'avez prévenu que vous n'en aviez pas ce matin là-dessus. Juste, on est en train de voir la grande polarisation Est-Ouest. Est-ce qu'on assiste à de nouvelles polarisations et de grandes régions? Oui, l'idée est la suivante. Jusqu'en 1989, la chute du mur de Berlin, le monde était polarisé par la rivalité capitalisme-communisme, Est-Ouest, Comecon contre le pacte l'OTAN et le pacte de Varsovie, c'était au nord. Et donc on avait des rivalités Est-Ouest. On ne parlait pas des émergents, des Arabes, des Chinois, rien dans la presse, parce qu'il y avait des bombes atomiques entre l'Est et l'Ouest. Et dès qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, le président Bush, le père du dernier, a dit « c'est plus Est-Ouest, ça va être Nord-Sud ». Et donc se constituent depuis 1990-92 de grands ensembles régionaux, j'ai appelé ça des quartiers d'Orange, c'est-à-dire des blocs du Nord qui coopèrent avec des blocs du Sud. Et dans un monde multipolaire, vous avez 3 grands quartiers d'Orange. Oui. Vous avez celui de l'Amérique avec l'ALENA, le Mercosur, et le président Obama est très lié avec les gens du Sud. Et ce sont des blocs qui tournent à la même heure et qui sont économes d'énergie. Et vous avez de l'autre côté en Asie un système de 2,5 milliards d'habitants, ASEAN plus 5, avec la Chine, avec le Japon, avec l'Asie. Et nous avons démontré très simplement que si l'Europe restait toute seule au nord et qu'elle ne faisait pas une alliance avec le Sud, nous allions devenir en 2040 une grande Suisse, avec déclin. Et donc la sortie, c'était l'Union pour la Méditerranée d'abord, 500 millions d'Européens, 500 millions d'Arabo-musulmans, mais la deuxième chose qui arrive assez rapidement, c'est évidemment l'Afrique subsaharienne. Magnifique ouvrage de Jean-Michel Severino qui démontre, lui il le démontre, il dit les pays d'Amérique du Sud c'est stabilisé, ça avance très bien, les pays asiatiques c'est stabilisé, ça avance très bien, il n'en reste plus qu'un, c'est l'Afrique. Et le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et donc imaginez Europe, Méditerranée, Afrique, 500 millions et 2 milliards, 3 milliards de population. Si on arrive en 20 ans, 30 ans à faire un espèce de marché commun, c'est un grand projet géopolitique qui pourrait permettre à l'Europe et à tous ces pays de redevenir le centre du monde parce qu'on joue sur la complémentarité, la proximité et la solidarité. Pour bien comprendre, Jean-Louis Guigaud, est-ce que la régionalisation nord-sud dont on parle peut être une alternative à la globalisation non régulée telle que certains la voient? Oui, nous sommes... On va mettre un peu plus fort le retour sur scène, si vous voulez bien. Pardon? Non, je parlais à la technique, on va mettre le retour plus fort. Il y a deux façons d'aller dans la mondialisation, c'est la globalisation, c'est-à-dire on va n'importe où, faire n'importe quoi avec n'importe qui pour chercher les meilleurs prix et on va très loin. Et puis une deuxième solution, c'est l'Europe, le Benelux, on appelle ça la régionalisation. On fait l'alliance avec ses voisins, mais souvent les voisins, on a fait des guerres avec eux, c'est la France et l'Allemagne. C'est demain, le Maroc et l'Algérie sont obligés de se réconcilier. Et donc nous disons que la régulation mondiale avec 192 pays, c'est impossible. Regardez Doha. C'est compliqué en tout cas, oui. Copenhague, c'est presque impossible. Oui. Par contre, la régionalisation, c'est un espace de 20, 30, 40 pays qui sont proches les uns des autres et qui sont obligés de gérer les problèmes de pollution, les problèmes de migration.
Et donc nous disons que la régionalisation est un espace de régulation, mais il ne faut pas retomber. Nous sommes très, pas meurtris, mais contre ceux qui disent il y a la mondialisation, il faut maintenant faire le retour à la nationalisation. C'est stupide. Entre les deux, il y a ces grandes régions qui se structurent et la crise financière redonne énormément d'impact à la proximité. C'est le retour de la proximité. Et quand le baril de pétrole sera à 100, 150, je ne sais pas combien, dollars le baril, eh bien vous verrez qu'on va travailler sur la proximité. Et dont l'enjeu géopolitique, c'est travailler maintenant avec ses voisins. Et comme ils deviennent des démocrates et des francophones, alors pour la France et l'Europe, c'est un marché à condition, on le verra dans la deuxième partie, de changer d'attitude. Bien sûr. Et si les gens du Sud font leur révolution, nous aussi, on doit faire notre révolution. Les Arabes ne sont pas comme on nous dit qu'ils sont. Ils sont comme nous. Ils veulent bosser, ils veulent travailler, ils sont très honnêtes, mais il y a eu des corruptions, enfin, on en reparlera tout à l'heure. J'ai une petite question à poser à Monia et Saïdi là-dessus. Vu de France, on a assisté à ce changement, tout le monde l'a vécu avec une certaine passion, une certaine émotion, avec un certain recul en fait qui nous donnait un confort formidable depuis notre salon devant notre journal de 20 heures, et surtout chacun d'entre nous avec des solutions démocratiques formidables. On aurait chacun d'entre nous souhaité vous envoyer un kit de démocratie. C'est tellement plus simple depuis chez nous, on a toutes les clés, on saurait transformer notre pays en 24 heures. Voilà, le problème c'est que c'est pas aussi facile que ça. Qui va changer maintenant? Parce que le plus dur est là maintenant. Est-ce qu'on va parler du business tout à l'heure? Mais qui a les clés en main? Est-ce que votre nouveau gouvernement qui se met en place, vos nouveaux dirigeants, le peuple tunisien, par exemple, prend ça en main? Vous avez des ennemis aussi à l'intérieur du peuple tunisien, vous avez des extrémistes comme partout. Comment est-ce que vous allez faire changer, du côté des hommes, cette nouvelle démocratie qu'est la Tunisie? Justement, la démocratie, c'est... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, la démocratie, ce n'est pas il n'y a pas de mode d'emploi de démocratie, il n'y a pas une démocratie occidentale à mettre en place dans des pays comme les nôtres. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des besoins de liberté, de dignité, de liberté d'expression, et ça c'est universel. Ce n'est pas typiquement occidental ou typiquement oriental. Ceci dit, dans notre religion, l'islam c'est une religion démocrate, contrairement à ce que disent certains extrémistes. Il y a des versets du Coran et des paroles du prophète qui disent que le fait de l'État doit être un consensus entre les hommes et les femmes. Oui, mais ça c'est un truc que nous n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, tout de suite je vous parle de démocratie, de construction humaine du pays, et vous me parlez de religion. Nous, en Occident, on n'est pas du tout habitués à ça, puisque la religion ne rentre pas dans ces constructions démocratiques, etc. Voilà, donc on a un regard un peu biaisé là-dessus. On a l'impression que, voilà, nous on ferait évidemment différemment. Comment est-ce que les choses vont changer dès demain? Les choses sont déjà mises en place, mais... En ce moment, on vit une explosion de partis. Maintenant, il y a plus de 105 partis tunisiens en Tunisie. Ah oui. Donc après le parti unique, il y avait un seul discours politique. Le régime de Ben Ali a créé le vide autour de lui. Il n'y avait pas du tout de leader politique, pas du tout de parti d'opposition. La société civile était complètement muselée, les médias étaient complètement muselés. En ce moment, c'est une véritable cacophonie de partis politiques, de société civile, les médias qui s'ouvrent tout d'un coup. Bon, c'est sûr qu'il y a une effervescence et il y a un petit peu l'enthousiasme mêlé à une certaine peur, parce que maintenant les voies restent ouvertes sur tout. Oui. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Le gouvernement provisoire est en train de mettre en place les choses pour justement nous accompagner vers la démocratie. D'où justement le rôle aujourd'hui de la société civile. La société civile doit passer de la réflexion à l'action, et c'est ce qui est en train de se faire. Et on voit beaucoup d'associations féminines et masculines qui s'organisent pour justement que nos libertés ne soient pas bafouées, qu'on ne tombe pas dans une autre forme de dictature, une dictature islamique ou une dictature militaire, ou je ne sais pas, voilà. Donc nous sommes en train de nous organiser et bon,
bien sûr que vous savez tous que ces dictateurs ont été cultivés par l'Europe et par l'Occident en général. Donc la question que je me pose aujourd'hui, quel est l'agenda de l'Occident par rapport à cela, pour soutenir justement ces pays en pleine construction? Alors, on va poser la question dans quelques instants, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien. 105 partis, vous allez presque avoir autant de candidats à l'élection présidentielle que nous l'année prochaine. Ça en fait rêver certains. Juste, je voudrais qu'on a parlé de ces révolutions arabes. Je voudrais qu'on parle justement de l'humain. J'aurais une question à poser à l'avocat Bourdon qui est avec nous, mais juste d'abord, Catherine de Winden, parlez-nous de ces mouvements migratoires qu'entraîne. Alors, on a parlé là de géographie, on a parlé de ces peuples, on a parlé de politique en quelque sorte, mais ça entraîne beaucoup de mouvements. Alors vu d'ici, c'est pareil. On a eu l'impression qu'il y a eu un mouvement formidable qui est venu de Tunisie, etc. Est-ce qu'on s'est planté? Est-ce qu'on ne nous a pas dit toute la vérité? Ou est-ce qu'on n'y comprend rien du tout? Racontez-moi ce que ça a engendré et surtout ce que ça va engendrer. Disons que les pays européens, notamment la France et l'Italie, ont joué un petit peu sur les peurs, ont essayé de créer cette image de l'invasion, alors qu'en fait, ces révolutions ont créé très peu de mouvements migratoires, une trentaine de milliers de gens qui sont arrivés jusqu'en France, et toujours on parle des îles méditerranéennes, Lampedusa, etc., où viennent s'échouer un certain nombre de personnes, mais qui seraient de toute façon parties. Dans la plupart des cas, les révolutions de ce genre ne génèrent pas une fuite hors de chez soi, puisque les gens veulent profiter de la suite de la révolution. Ce serait un peu contradictoire de faire la révolution et de partir ensuite. Donc en fait, on a eu peu de mouvements migratoires, mais en revanche, la migration est dans une sorte d'expansion mondiale très forte. On a aujourd'hui à peu près 220 millions de migrants internationaux à l'échelle mondiale, et c'est un chiffre qui a triplé depuis 40 ans. Oui. Donc le monde est en mouvement. Et beaucoup ont du mal à accepter cette nouvelle réalité. L'Europe est devenue une des plus grandes régions d'immigration du monde parce qu'elle attire, par sa visibilité, notamment à la télévision, parce que beaucoup de gens, on l'a dit, sur la rive sud de la Méditerranée ont des liens historiques, culturels, linguistiques avec l'Europe. Il y a une très grande proximité et aussi à cause du différentiel économique entre l'Europe et ses voisins du Sud. Donc oui. Il y a une sorte de région migratoire qui s'est constituée entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée dans un contexte où en fait on est un petit peu dans le Far West, c'est-à-dire aujourd'hui la gestion des migrations elle se fait surtout par les États d'accueil. Les pays du Sud sont très peu partie prenante à cette gestion des flux migratoires, même s'ils s'intéressent de plus en plus à leurs ressortissants, et les projets qui ont été développés l'an dernier par le Forum mondial migration à l'initiative des Nations Unies qui a eu lieu au Mexique ont du mal à émerger pour imposer une gouvernance mondiale des migrations comme on l'a pour l'OMC et pour quelques grands enjeux mondiaux. Ça fait partie des enjeux et des choses à mettre en place. Tout à fait. Alors je pense qu'on a aussi une vision déformée des choses, c'est-à-dire qu'on a tendance, vu d'Europe, à croire que toutes les migrations viennent chez nous, viennent du sud vers le nord. En fait, les migrations sud-sud sont aussi importantes en nombre que les migrations sud-nord. On a à peu près 60-65 millions de migrations sud-nord et le même chiffre de migrations sud-sud. Donc ça, c'est très très important, mais on ne le voit pas d'ici. On l'a vu un petit peu avec la Libye. Des gens ont découvert à la télévision que la Libye était un pays d'accueil pour des voisins tunisiens, algériens, nigériens, etc. Et puis aussi, un autre élément, c'est que ces figures de la migration, des figures de migrants ont beaucoup changé. C'est plus le travailleur OS à la chaîne. Aujourd'hui, c'est des profils sociologiques de plus en plus diversifiés qui sont constitués par les migrations, des gens qui viennent chercher du travail, qui sont peu qualifiés, des gens très qualifiés aussi, qui correspondent d'ailleurs à la segmentation du marché du travail qu'on a dans les pays européens. Bien sûr, et puis aussi des touristes qui s'installent au sud, des gens qui vivent sur plusieurs espaces, des femmes, des enfants isolés, des étudiants, des retraités. Des retraités, une quantité de nouvelles figures de migrants qui correspondent plus ni aux catégories juridiques
qu'on a établi après la Deuxième Guerre mondiale qui distinguait les réfugiés des migrants économiques, ni même au profil des années 70 où le migrant était quelqu'un qui venait vendre ses bras. Pascal Boniface, justement là-dessus, est-ce que les craintes des peuples, et notamment les Européens, les Français en particulier, les Européens en général, est-ce que les craintes des peuples, la peur de cette migration, la peur, on est parfois refermé sur nous-mêmes, on a peur qu'on vienne nous piquer notre boulot, notre économie, etc. Est-ce que cette crainte-là, ces peurs-là, justifiées ou pas d'ailleurs, sont des ralentisseurs en fait pour l'évolution géopolitique ? Oui, comme l'a dit Gilles Kepel tout à l'heure, c'est vrai qu'on sort de la décennie post-11 septembre et donc on a quand même beaucoup fonctionné sur la peur. Peur de l'autre, peur de la montée en puissance des autres, et ça correspond aussi à cette grande tendance structurelle qui est que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance qu'il avait depuis 5 siècles. Et donc ceci est une situation radicalement nouvelle qui n'est pas datée d'un jour ou d'une année. C'est une tendance lourde qui s'exprime depuis une vingtaine d'années, qui continue et qui nous oblige à revoir un peu toute notre façon de penser vis-à-vis de l'autre. Et la relation que l'on peut avoir avec la Chine, que l'on peut avoir avec l'Afrique, que l'on peut avoir avec le monde musulman doit être revue à cela. Et la peur ici comme ailleurs est mauvaise conseillère. Donc ces peurs existent, elles ont souvent conduit à des réactions de crispation qui sont plutôt venues aggraver le problème que l'autre. Le fait que le monde occidental ait perdu le modèle de la puissance, et en soi, il n'y a pas, enfin c'est un fait, et ce déclin relatif, qui n'est pas dû d'ailleurs à notre propre déclin, mais plutôt à l'émergence des autres, l'émergence du Brésil, de la Chine, de l'Inde et d'une soixantaine de pays. Il ne faut pas se concentrer que sur les BRIC. Il y a une soixantaine de pays émergents dans le monde qui ont une très forte croissance économique. Et selon la nature de la relation nouvelle que l'on établira avec ces pays émergents, eh bien, on accentuera ou non notre déclin. Donc, réagir par la peur et la certitude d'accentuer notre déclin, ouvrir un nouveau type de relation plus adapté aux nouveaux rapports de force avec l'ensemble de ces régions pourra au contraire le ralentir. Un mot de William Bourdon, Pierre Moscovici et avec vous ensuite Gérard Longuet. Maître Bourdon, dans les droits de l'homme, alors on a parlé tectonique des plaques, j'en parle, changement politique, démocratie, je l'entends, migration, et quid des droits de l'homme là-dedans, de ce que vous défendez, vous en particulier. Les choses changent pour vous tous les jours également. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gilles Kepel. C'est vraiment un nouveau monde qui est en train de s'écrire, qui constitue un défi exceptionnel à l'échelle de l'histoire de l'humanité pour les décideurs politiques et pour les décideurs économiques. Aujourd'hui, les territoires qui abritent d'infâmes despotes qui martyrisent leur peuple, ce territoire se réduit comme une peau de chagrin. C'est un premier constat et c'est une bonne chose pour l'humanité. Oui. Deuxième constat qui me paraît essentiel, c'est la leçon de modestie absolue que nous a infligée les révolutions arabes, c'est-à-dire l'imprévisibilité pour tout le monde. Tout le monde a été mis devant une situation que personne n'avait prédit, même si l'accumulation des frustrations rendait évidemment probable un tel processus. Bien sûr. Et puis enfin, et c'est essentiel pour répondre à votre question, qu'est-ce que les révolutions arabes apportent ? Elles substituent à l'image du barbu menaçant pour l'Occident l'image d'un Arabe, d'un Maghrébin, porté par un idéal de liberté, porté par une volonté de démocratie, et qui rompt évidemment avec cette logique cynique et immonde du choc des civilisations que certains ont voulu entretenir. Dernière observation, je vais vite, je sais que le temps est compté. Dernière observation qui est essentielle. Pourquoi ça nous oblige à tout réinventer ? C'est que je pense, et je pense que je ne suis pas le seul, que les peuples arabes, non seulement ont jeté dehors leurs despotes, mais simultanément ont une aspiration, et ça c'est très nouveau, à ce que soient jugés les criminels de sang, une aspiration à la démocratie, mais également une aspiration à un État intègre, à un État impartial, c'est-à-dire à ce qu'il soit mis fin, qu'il soit mis en échec, les logiques corruptives, les logiques de prébande. Et ça, c'est un défi pour les acteurs économiques et politiques, et je conclus là-dessus. Je pense qu'il y a une diplomatie du statu quo qui n'est plus possible. Je pense qu'il y a une politique étrangère fondée sur la lutte contre le terrorisme, les problèmes migratoires, et qui de temps en temps est identifiée à être au fond une situation de VRP au profit des acteurs du marché qui n'est plus de mise. Oui. Et puis enfin, et c'est un point essentiel, je pense qu'il y a une véritable redéfinition aussi pour les acteurs économiques, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des logiques de partenariat et de proximité avec certains régimes qui va obliger à un rehaussement et une réhabilitation du monde économique dans ces différents pays.
Pierre Moscovici, un petit regard du parlementaire et de l'homme politique que vous êtes justement sur ce monde-là. Si je regarde bien, moi, les infos depuis quelques mois, et j'ai peur que ça s'accentue pendant la campagne présidentielle, on a quelques parlementaires, quelques hommes politiques français de n'importe quel bord, d'ailleurs on s'en moque, qui ont tendance à vouloir aller là-bas donner des leçons de démocratie, apporter notre constitution pour l'adapter sur place. Beaucoup y vont pour les photographes aussi. Moi j'ai vu des scènes ridicules de gens que personne ne connaît en Tunisie, dont tout le monde se moque, qui ont juste la tête du boulanger qu'ils ont en Tunisie, mais qui sont des parlementaires ou des chefs de parti en France qui sont allés se pointer là-bas. Comment fait-on pour ne pas tomber dans le ridicule, pour ne surtout pas utiliser cette période dans une campagne française, et comment fait-on pour se frustrer un peu sur nos envies de donner des leçons à ces gens-là? Écoutez, je me garderai pour ma part de jeter la pierre à ceux qui ont fait ces déplacements, parce qu'ils témoignent aussi du fait qu'il y a une proximité très forte, culturelle, affective et historique avec ces pays qui sont des pays francophones proches de nous. Puis tant qu'à se garder de leur donner des leçons, par exemple, n'évoquons pas l'idée selon laquelle la religion devrait être forcément exclue de tout. D'accord. Puisque Oui. la France est un pays laïque, c'est pas le cas de tous les pays. On en parlait avec Pascal Mesovoce. Par exemple, les États-Unis, la religion est présente partout. Mais Exactement. si je peux dire un mot sur le fond qui m'intéresse davantage, il y a un an, on aurait fait une table ronde de la même nature, on aurait raté quelque chose de fondamental parce qu'on aurait parlé du monde post-89, alors l'incertitude, la chute du mur, la fin de la bipolarité. On aurait parlé du monde post-11 septembre, ça va être le 10e anniversaire. Et là est arrivé cet événement incroyable qui est le printemps arabe. Et je crois qu'il faut en tirer des leçons quand même. J'en vois au moins 3. La première, c'est sur le fait que l'idée qu'une diplomatie du statu quo qui soutient les régimes dictatoriaux, c'est une bonne diplomatie simplement parce qu'on les connaît déjà, que c'est du sûr et qu'on ne sait pas ce qui va arriver après, c'est une idée fausse. Deuxième idée, c'est le fait qu'avoir un agenda de politique étrangère qui soit purement sécuritaire, ça vaut aussi pour la politique intérieure, c'est une autre erreur. Évidemment, les problèmes de l'islamisme ne sont pas des faux problèmes, les problèmes du terrorisme sont des vrais problèmes. La question de la maîtrise de certains flux migratoires est aussi un vrai problème. Mais si on ne pense qu'à ça, si on ne pense que comme ça, alors on passe à côté de l'évolution des choses, et c'est ce qui explique que beaucoup de pays occidentaux soient passés à côté du printemps arabe avant peut-être de se rattraper. Et d'où ma troisième et dernière réflexion, ce sont des pays jeunes, avec des sociétés civiles prometteuses, avec des démocraties qui vont connaître des soubresauts. C'est pas évident quand on n'a jamais connu d'élection d'en tenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des problèmes aussi liés au prix du pétrole, etc. Mais il faut faire confiance à cette jeunesse, confiance à ces pays. Et je le dis aussi pour des politiques comme pour des entreprises, nouer avec ces sociétés des rapports qui soient des rapports de proximité et penser qu'un développement partagé, un développement juste, fondé aussi sur un certain nombre de valeurs, c'est un avenir quand même meilleur que l'espèce de défiance ou de cynisme dans lequel nous sommes trop souvent tombés dans nos politiques. Merci Pierre Moscovici. Monsieur le ministre, Gérard Longuet, c'est évidemment des discussions que vous avez certainement tous les jours avec les gens qui vous entourent et puis avec ces pays-là. J'aurais quelques questions à vous poser qui nous viennent de la salle dans quelques instants, avant d'aborder une deuxième partie qui sera vraiment centrée sur le business et l'après. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous entendez dans tout ce que l'on se dit là? Est-ce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un de rassuré, d'enthousiaste, de confiant en l'avenir? Vous êtes plutôt réservé? Vous êtes plutôt méfiant? Quel est aujourd'hui votre sentiment? Je m'adresse au ministre et à l'homme d'ailleurs. Mais en réalité, c'est le ministre qui va vous répondre et précisément le ministre de la Défense. Oui. J'ai 1000 choses à dire sur les interventions précédentes qui sont passionnantes, légitimes et justifiées, et en particulier d'ailleurs de l'intervention de Madame de Manden sur le caractère marginal de l'immigration. C'est une vérité statistique. Ce qui m'étonne le plus, ce sera le seul acte de foi personnel, c'est que dans un monde aussi ouvert et où la circulation d'informations est aussi évidente, que les populations bougent en définitive aussi peu. Oui. Je ferme cette parenthèse. Je voudrais témoigner comme ministre de la Défense d'une réalité. Nous avons des nouveaux acteurs mondiaux au plan économique, c'est une évidence. Ces nouveaux acteurs ont un rôle culturel important de toute nature.
parce que leur développement suscite l'intérêt, l'interrogation, le débat, ce que nous avons fait à cet instant. Sur le plan militaire, c'est-à-dire sur la capacité à détruire des forces, le monde a beaucoup moins changé qu'il n'y paraît. Et si aujourd'hui, nous avons parmi les nouvelles puissances économiques des investissements militaires considérables, au moment même où les États-Unis plafonnent leurs dépenses et où l'Europe de l'Ouest, pour les grandes puissances qui investissent encore dans l'armée, diminue leurs dépenses, les situations acquises montrent que la capacité de destruction reste dans les sociétés traditionnelles, je dirais occidentales au sens large, atlantiques. Les tendances varient. Les deltas sont en faveur, par exemple, de la Chine. De nouveaux acteurs apparaissent. Il n'y a pas à cet instant de révolution. Pourquoi ? Parce que dans le phénomène militaire, et ce sera ma conclusion, il y a les effectifs, il y a les équipements et il y a les emplois. On s'aperçoit que les effectifs et les équipements ne signifient à peu près rien s'il n'y a pas des cultures de l'emploi. C'est une anecdote, mais lorsque nous avons lancé, lorsque le président de la République s'est engagé à soutenir et à protéger les populations libyennes, Westerwelle, le ministre allemand des Affaires étrangères, qui est libéral, et les libéraux en Allemagne ont une culture de tradition pacifiste, nous a expliqué que l'aviation libyenne, de toute façon, était d'une taille et d'effectifs tels que ça constituait une véritable menace qui n'était pas à notre portée. Or, c'était manifestement faux, parce qu'en matière de défense, les effectifs et les équipements n'ont de sens que si la culture de l'emploi fonctionne. Oui. Et assurément, ça fonctionne chez les uns et pas encore tout à fait chez les autres. Deuxième observation beaucoup plus préoccupante, c'est que nous avons un monde, j'ai bien écouté en particulier Jean-Louis Guigou, cette idée de coopération Nord-Sud est passionnante. Je constate la permanence de théâtres d'opération, enfin de conflits ouverts ou latents qui n'ont absolument rien changé. En Méditerranée, c'est évident, on a 3 types de conflits qui peuvent à tout moment, le plus connu étant l'israélo-palestinien, oui. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez dans l'océan Indien la même compétition. Les navires chinois iront-ils dans l'océan Indien? La réponse est oui. Nous avons le conflit en mer de Chine pour prendre, et nous avons naturellement le conflit latent entre le Pakistan et l'Inde, qui sont lourds de menaces. Et donc, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rappelle simplement qu'il y a 2 réalités. C'est qu'il y a des vieux conflits qui perdurent et qui sont latents et qui peuvent s'ouvrir, et que par ailleurs, la répartition des forces doit toujours conjuguer à la réalité des effectifs et des équipements les stratégies d'emploi et donc les cultures militaires et les savoir-faire de défense. Et de ce point de vue, les cartes ne sont pas aussi également redistribuées que les chiffres le laisseraient apparaître. Je vais lancer les questions au public et de la part du public maintenant avec une première question, Monsieur le Ministre, que l'on se pose dans les foyers français. On vient de le voir, la France a joué un rôle particulier dans ces recompositions géopolitiques en accompagnant les peuples. Alors on se pose beaucoup de questions en se disant en même temps on avait accompagné les dictateurs il y a quelques décennies, donc voilà, on fait ça maintenant. Il y a une chose qui a été dit, pardonnez-moi. Allez-y, si je suis dans l'idée reçue. Pierre Moscovici disait quelque chose de très fort à l'instant, il y a un an qu'Orion nous dit. Oui, c'est ça. Il y a un mort dans les idées communes, c'est la réelle politique. Oui. Voilà, ça c'est un vrai mort et j'espère qu'il est durablement mort. Je poursuis ma question là-dessus. Aujourd'hui, vous l'avez fait en Libye, je pense que les Français, en tout cas de ce que l'on nous dit, sont plutôt contents de ça, plutôt fiers, etc. Mais pourquoi vous le faites qu'en Libye? Nous, on vous attend devant notre télé à regarder ce qui se passe en Syrie. Je ne vous vois pas en Syrie. On me parlait du Yémen, du Bahreïn il y a quelque temps. Je n'ai pas l'impression de vous y voir non plus. Monsieur le ministre, est-ce que les décisions de la France et les choix stratégiques de la France ne se porteraient que sur certains pays sur lesquels nous aurions des intérêts postérieurs et d'autres qui nous intéressent moins, on les laisserait à l'abandon, voire crever, voire tant pis pour le peuple, vous ne nous intéressez pas? La France construit ses interventions
extérieure dans le cadre de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune intervention cette année, par exemple, que j'ai suivie en qualité de ministre, n'a été découplée d'une décision préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'élaboration de laquelle le président de la République et le ministre d'État ont contribué d'une façon décisive. Mais il est fini le temps où la France décidait du bien et du mal. L'affaire de Suez, nous l'avons décidé avec les Anglais seuls, avec une complicité objective, mais seuls contre tous, et ça s'est arrêté immédiatement. Il n'y aura pas d'intervention d'une grande puissance aujourd'hui qui puisse aboutir si elle n'a une caution de ce qui est aujourd'hui la seule organisation politique internationale capable de prendre ce type de décision. Donc la Syrie, pour vous répondre très précisément, avant d'être un problème militaire, c'est un problème politique. Il n'y a pas au Conseil de sécurité des Nations Unies une majorité pour sanctionner avec plus d'énergie, pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de demande sur le terrain d'intervention militaire extérieure, ce qui d'ailleurs arrange tout le monde. Mais le premier butoir, il est politique, il est international, et la France n'a pas la prétention de se substituer à un ordre à la construction duquel elle entend participer. Mais vous comprenez que ce soit insupportable Non, je ne comprends pas que ce soit insupportable. Parce que ce qui est insupportable, ce serait de dire aux Russes et aux Chinois comment pouvez-vous tolérer et comment votre ambassadeur. Je vous rappelle simplement que la Chine n'est pas tout à fait une démocratie et que la démocratie russe émerge progressivement, mais qu'elle est encore adepte très largement de la réelle politique. C'est donc pour ça, pour nous, humbles citoyens, que c'est insupportable, parce que ce sont peut-être des choses justement que l'on ne comprend pas. La globalisation, c'est d'accepter l'idée que la France ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, ou même l'Europe à 27, n'est pas seule dans le monde et qu'un certain nombre de sujets, parce qu'ils sont globaux, doivent faire l'objet d'une entente globale. C'est bien tout ce que l'on déteste. Monia et Saïdi, vous levez la main, et ensuite j'ai vu Boniface et ça et Maître Bourdon. Oui, je vois à travers les questions sur l'écran que les gens se posent des questions sur la menace islamiste. Nous autres, nous sommes inquiets en Tunisie par rapport à cela. Et je profite de la présence de Monsieur le Ministre pour... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, pour lui faire part d'une certaine inquiétude et d'une interrogation. Le fait que le seul parti politique Ennahda, le parti islamiste, ce soit le seul parti politique qui ait été reçu en grande pompe en France par la plus grande instance des relations internationales, M. Juppé, nous a laissé perplexes. Moi aussi, je l'apprends. Voilà, donc on s'est dit, sachant que la révolution en Tunisie a été pacifiste, numérique, faite par les jeunes, sans aucun leadership, sans aucun slogan islamiste, bien au contraire, les slogans étaient « dégage »,« game over » et ils dénotaient d'une certaine ouverture, d'une tolérance que notre société... Voilà, donc... Votre surprise me plaît, Monsieur le Ministre, puisqu'on s'est dit sans tabou, sans langue de bois, et il faut en effet que l'on reste sur ce ton-là ce matin. Pascal Boniface, un petit mot. Maître Bourdon et ensuite Pierre Moscovici. Oui, et la salle, bien sûr. Un mot par rapport à ce qu'a dit Monsieur Longuet. Effectivement, ce n'est plus la France qui décide seule, ni la Grande-Bretagne. Et l'exemple contraire, lorsque l'on est parti sans résolution des Nations Unies en 1956, ça a été un fiasco. Et s'il n'y avait pas eu la résolution 1973, l'opération n'aurait pas été possible ou elle se serait transformée en fiasco. Donc ça, c'est la réalité. L'époque où on pouvait essayer de faire des choses seules, et s'il y avait des sanctions contre la Syrie et qu'elles soient des sanctions seulement occidentales, elles ne fonctionneraient pas. Il ne peut pas y avoir des sanctions efficaces si on n'associe pas la Chine, la Russie, les pays émergents. Et on a vu avec la 1973 que la Chine et la Russie peuvent, si ce n'est soutenir, du moins ne pas s'opposer. Oui. Qui laissent les choses en fait. Mais ce qui veut dire que, là je me séparais peut-être de M. Longuet, la réelle politique n'est pas morte, et fort heureusement. Parce que le contraire de la réelle politique, c'est l'irréelle politique. Et fort heureusement, la France fait une politique réaliste. S'il y a une différence entre la Syrie et la Libye, c'est que le rapport de force n'est pas la même. Et que s'il y avait une révolte à Bahreïn, je doute que l'on fasse la même chose qu'en Libye, parce que les circonstances politiques ne sont pas les mêmes. Donc la réelle politique, elle ne doit pas être condamnée en tant que telle. La réelle politique, c'est non pas accepter l'inacceptable, c'est étudier un rapport de force pour pouvoir le modifier. Maître Bourdon ? Moi, je ne crois pas du tout que la réelle politique soit morte. Je crois que c'est un slogan de dire ça. Et personne ne peut le croire sérieusement. La réelle politique, elle est ontologiquement attachée à l'exercice des prérogatives régaliennes d'un État. Votre micro, s'il vous plaît. D'un État. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, elle endosse de nouveaux habits.
ce dont il faut se féliciter. Mais la réelle politique n'est pas morte. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le fait qu'il y aura de plus en plus une pression de l'opinion publique et d'une opinion publique qui s'internationalise à l'échelon planétaire grâce à Internet et aux réseaux sociaux pour réduire le gouffre entre le cynisme, l'opacité qu'implique la réelle politique et une certaine forme de morale internationale. Oui, cette exigence, elle se professionnalise et elle s'universalise. Et oui, elle a été marquée d'une certaine façon par la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui a autorisé l'intervention en Libye. Ce n'est pas la seule intervention en Libye qui va permettre de concilier la morale, l'éthique, la politique étrangère et les prérogatives régaliennes d'un État. Il faudra bien autre chose, juste 2 mots encore, pour que l'opinion publique, notamment en Afrique, mais aussi en France, cesse de percevoir la gestion par les États les plus riches de leurs intérêts géopolitiques que comme une gestion dans une logique de géométrie variable, du 2 poids 2 mesures, et pour l'instant le sentiment du 2 poids 2 mesures, il reste très fort chez les opinions publiques arabes et africaines. D'ailleurs, on est en train de parler là de pédagogie, en fait, d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est ce que fait formidablement bien l'Université d'été chaque année, et ce matin en particulier, en vous proposant cette rencontre. Mais je crois qu'on est tous fautifs, médias, nous en priorité, vous les uns et les autres qui n'ont peut-être pas été capables, en tout cas, vous n'avez pas parlé assez fort pour nous expliquer de manière pédagogique tout ça. Donc, il y a du boulot sur la planche. Pierre Moscovici, c'est aussi votre boulot de parlementaire, certainement. De parlementaire aujourd'hui, et puis on verra demain. On s'emballe pas. Je rappelle, les parlementaires, vous avez une vision quand même un peu limitée de ce qu'ils sont, je trouve. Mais enfin, ce sont des hommes politiques qui essayent aussi de construire des alternatives pour ce pays. Mais je voulais surtout intervenir sur le fond, encore une fois, sur la réelle politique. Un État mène toujours sa politique étrangère en fonction de ses intérêts. Donc il y a toujours une dose de réalisme dans les relations internationales. En revanche, ce qui me paraît avoir été atteint, c'est davantage les limites d'une politique cynique et opaque, effectivement, avec un besoin de transparence et puis le rappel de quelques valeurs, dont les droits de l'homme. Et puis la deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Guigou sur l'Afrique. Je pense qu'à côté de ce qui se passe au Maghreb, il y a aussi une évolution souterraine mais profonde de l'Afrique, avec des processus électoraux qui se sont produits l'an dernier, Niger, Nigeria, avec des mouvements. Il y a des mouvements au Gabon, il y a des mouvements aussi au Sénégal par rapport à la présidence de M. Wade, avec l'émergence d'institutions internationales qui commencent à devenir crédibles, voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec là aussi une population jeune. Bref, c'est un continent qui voit arriver des pouvoirs étatiques solides. L'Angola, le Nigeria encore une fois, l'Afrique du Sud, le Ghana. On ne peut plus considérer, et n'y voyez pas seulement une allusion comme ça à tel ou tel discours, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire et passer à côté de l'Afrique. Pour nous, Français notamment, ce serait passer à côté de l'histoire. Et c'est tout à fait fondamental de s'attacher à son avenir et là encore, de nouer avec elle des liens essentiels. Et je parle également aux militants et pas seulement là aux militants politiques. Et ce serait passé à côté d'une chance formidable pour notre pays, notamment. Jean-Louis Guigou, vous réagissez. Oui, non, un mot sur la Dans le micro, oui, s'il vous plaît. Merci. Sur la réelle politique. Le problème de fond, pourquoi l'Afrique, une des causes, pourquoi l'Afrique est le dernier des continents à accéder à la modernité dans 10, 15 ans, 20 ans? Paradoxalement, c'est parce que l'Afrique est trop riche de matières premières, de gaz, de pétrole, d'uranium. Et nous observons que les pays qui n'ont rien, la Scandinavie, ils n'ont que des hommes, ils sont très développés. Par contre, les pays comme l'Arabie Saoudite, qui ont beaucoup de richesses, alors c'est la rente. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gouvernements corrompus. Et les corrupteurs sont souvent au nord pour avoir du gaz, du pétrole, de l'uranium. Et la réelle politique, je pense, et M. Longuet, je partage son avis, ce dialogue infernal entre des dictateurs corrompus qui n'avaient aucune légitimité, si ce n'est de donner du pétrole et du gaz et de l'uranium et des richesses à des gens du Nord. Ce dialogue est maintenant fini. Les peuples s'expriment et disent « on veut accéder au développement ». 50% de la population africaine a moins de 35 ans. Ils vont tout faire péter. Tous ces gouvernements vont sauter comme des bouchons de champagne. À l'heure actuelle, il y a 4 pays arabes sur 20
Mais dans 7-8 ans, vous en aurez 18 sur 22. Et vous allez voir l'Afrique, le Sénégal, la Guinée. Voilà, donc cette réelle politique est finie, heureusement. Merci. J'ai vu vos réactions sur Internet, par SMS, par Twitter, je les reçois. Je vais y revenir, mais je vais d'abord vous laisser la parole. On a des micros dans la salle. Quelques minutes vraiment sur ce que l'on s'est dit maintenant. On parlera du business après, si vous voulez bien, dans une deuxième partie. Qui souhaite interpeller nos invités, nos intervenants, sur ce qui vient de se dire, sur cette contextualisation? Qui est intéressé aujourd'hui, ce matin, maintenant, pour prendre la parole? Première question dans la salle. Qui la prend? Merci beaucoup. On passe à la deuxième question, s'il vous plaît. Très très bien, je vous trouve formidable. Je pense que c'est parce que c'est tellement passionnant que vous attendez la suite, évidemment. Je prends juste quelques questions qui me sont arrivées ici. Je vous rappelle, comment le fait-on? J'ai l'impression d'être à la Starac, donc je cherche le truc. Mais c'est sur votre SMS 31 244, vous tapez MEDEF 1 et votre message au 31 244 sur Twitter. C'est MEDEF 1 ou sur le web, votrequestion.com, mot-clé MEDEF 1. Monsieur, vous avez la première question, je suis ravi. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, allez-y. Oui, bonjour, Pierre-Henri Castet. La question est pour Monsieur Moscovici. Est-ce que vous ne pensez pas que la France a une real politique de, on va dire, de back-office, puisque aujourd'hui, bien qu'ayant perdu ces élections, le fils de Monsieur Bongo règne sur le Gabon, alors qu'il ne faisait moins de 30% des voix et que son challenger, qui faisait à peu près 40-50% de voix, n'est pas du tout soutenu. Ça, c'est la question cadeau, Pierre Moscovici. Oui, enfin, le cadre ici n'incite pas à la polémique qui ensuite, je crois, lasse, fatigue. C'est pas, en tout cas, dans cet esprit-là que je veux m'inscrire dans cette université. Il y aura peut-être d'autres moments pour le faire ou d'autres cadres. Simplement, ça incite quand même cette question à réfléchir à la politique africaine de la France. Et c'est le prolongement de ce que j'essayais de dire il y a quelques secondes. On ne peut pas avoir une politique africaine qui elle-même soit fondée sur une représentation passée de ce qu'a été l'Afrique. Et là encore, quand on parle printemps arabe, prolongeons notre réflexion. La France-Afrique, là pour le coup, j'aimerais vraiment que ce soit une réalité morte. Le soutien à des régimes dictatoriaux corrompus, j'aimerais que ce soit totalement fini. Les émissaires qui partent du haut du pouvoir, les liens avec un certain nombre de familles, avec un certain nombre d'intérêts, je voudrais que ce soit une chose terminée. Et le cas que vous illustrez est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut plus faire. Il y a des mouvements de la jeunesse, il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements démocratiques, il y a des mouvements politiques profonds en Afrique. Et notre intérêt, j'en suis persuadé, parce que nous sommes la France, parce que nous avons un message, parce que nous avons aussi des intérêts dans ces pays, c'est d'accompagner ces forces émergentes. C'est pas de participer à je ne sais quel tripatouillage ou de manipuler je ne sais quelle personnalité ou d'empêcher je ne sais quelle aspiration démocratique. Donc ça, c'est un sujet fondamental et c'est une façon à la fois, je crois, directe et indirecte de répondre à votre question. Merci de l'avoir fait. Une autre question dans la salle à ce sujet. J'en prends une qui est arrivée sur Twitter tout à l'heure, et notamment pour vous, Monsieur le Ministre. Je vais essayer de rassembler quelques questions, mais beaucoup de gens s'interrogent justement sur la Libye notamment. Est-ce que je vois ici, je le mets à la une ici sur l'écran, à la chute de Tripoli, n'y a-t-il pas un risque de prolifération des armes légères au profit des mouvements intégristes? On nous parle aussi de ce que la France aurait pu vendre comme arme, mais est-ce que ça ne va pas se retourner contre nous? Il y a une autre question qui vient également de la salle qui est arrivée sur Twitter et qui nous disait est-ce que la France ne va pas faire payer un peu plus tard au peuple libyen son soutien dans la résolution de cette crise? Quelques éléments de réponse, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien. La Libye est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un pays qui est géographiquement très proche, même si dans l'histoire contemporaine, ce n'est pas le pays du Maghreb avec lequel nous avons eu les liens les plus étroits. Le président de la République a souhaité que l'impuissance européenne lors de Srebrenica en 1995 ne se reproduise pas en 2011 à Benghazi. Au-delà, il n'y a pas eu de construction économique, sociologique
politique sur l'avenir de la Libye qui appartient aux Libyens eux-mêmes. Et donc, il y a dans ce mouvement, dans le départ du système de Kadhafi, toute une série d'inconnus dont je serais bien incapable, pour lesquels je serais incapable d'apporter des réponses avec certitude. Dans un pays qui a été en guerre civile et où le surarmement est naturel, il est assez vraisemblable, et nous l'avons d'ailleurs constaté avec nos amis nigériens, tiens, voilà un pays qui a connu une transition démocratique sans aucun problème. Oui. Il fait partie de la vingtaine de pays d'Africains qui, ces 18 derniers mois, auront connu des changements démocratiques sans problème. Je tiens quand même à le signaler. Alors, nos amis nigériens nous ont dit oui, nous avons intercepté avec nos moyens, qui sont très faibles d'ailleurs, des trafiquants qui s'efforçaient de revendre du matériel de guerre. C'est vraisemblable. De la même façon, y a-t-il un danger de tel ou tel type? Oui, sûrement. Y aura-t-il des enjeux économiques et des compétitions de grandes entreprises européennes? C'est une certitude. Des pays qui n'ont pas participé à l'éviction de Kadhafi chercheront-ils à trouver malgré tout un avantage? C'est évident. Mais c'est la vie. Je veux dire que la vie est conflictuelle et je ne vois pas pourquoi et comment nous pourrions à cet instant inscrire le développement de la Libye dans ces 20 prochaines années. Monsieur le ministre, la question sous-jacente, et je donne la parole à Gilles Kepel juste après, la question sous-jacente, c'est bien ce qu'on a retenu, les leçons du passé et des erreurs du passé, sur ce que l'on a pu faire avec d'autres soi-disant révolutionnaires il y a quelques décennies qui ensuite se sont révélés de fantastiques extrémistes, voire dictateurs. Est-ce que aujourd'hui on sait retenir les leçons du passé, ne pas faire les mêmes en étant famille, les mêmes conneries qu'avant? La force de la démocratie en général et de la démocratie française en particulier, c'est que si un gouvernement avait la tentation de prolonger des erreurs, l'opinion française le rappellerait à l'ordre. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment demander à nos gouvernements d'être les plus sages et les plus pertinents possibles, mais s'ils avaient la tentation de ne pas l'être, les électeurs sont là pour le leur rappeler. Gilles Kepel, en 34 secondes, Pierre Moscovici en 12 secondes 24, avant de passer dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Gilles Kepel. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui portent sur des questions sur Twitter et autres, qui portent sur les musulmans en Europe et la présence des musulmans en France, des Arabes en France. Je crois que c'est quelque chose de très important, effectivement, puisque on a jusqu'alors raisonné un petit peu comme si il y avait une Méditerranée infranchissable. On envoyait les avions en Libye, et puis après c'est tout simplement une question de politique étrangère. C'est une question de politique étrangère, mais c'est aussi un enjeu aussi pour la transformation et l'évolution de notre société. Oui. Notre monde est mélangé, il est pluriel. Catherine de Winden l'a dit, Gérard Longuet l'a dit également tout à l'heure. Il y a en France aujourd'hui une population très significative, originaire du sud de la Méditerranée, et elle joue un rôle important, à la fois dans les banlieues, mais aussi en créant de nouvelles formes d'entrepreneuriat, d'entreprise aujourd'hui. Et l'un des grands enjeux de l'intégration pour ces populations passe par l'entreprise. Je viens de faire là, avec l'Institut Montaigne une très grosse enquête qu'on va mettre en circulation début octobre sur les banlieues françaises, notamment sur Clichy-Montfermeil. Et on a été très surpris et très intéressés par les dynamiques entrepreneuriales qui se mettaient à l'œuvre dans ces milieux. Donc je crois que quand on pense à ce qui se passe au sud de la Méditerranée, il faut penser aussi que d'une certaine manière, notre pays fait partie, par une partie de sa population, de ce sud de la Méditerranée. Et on va en parler en effet maintenant. Et ça, c'est un enjeu qui concerne au premier chef le monde de l'entreprise, à la fois parce que beaucoup des personnes qui sont employées en viennent. Oui. Il faut aussi transformer leur capacité à s'adapter au monde technologique. Les entreprises françaises ont importé de la main-d'œuvre banale pendant des décennies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va aider l'accompagnement? En Seine-Saint-Denis, par exemple, où il y a une énorme offre industrielle de technologie, la population qui est sur place n'arrive pas à le faire. Comment on fait ça? Donc tout ça, ce sont de vrais enjeux, je crois, qui sont au cœur de notre débat aujourd'hui. On y vient, juste un mot rapide de Pierre Moscovici qui avait le doigt, et puis ensuite on rentre dans la deuxième partie rapidement. Le temps coule trop rapidement. Oui, 12 secondes, vraiment, simplement, je ne voudrais pas donner l'impression non plus que
tout va bien en Afrique. Bien sûr. Et je voudrais dire un mot de la Somalie, parce que c'est une cause sur laquelle je me suis engagé, comme d'autres, beaucoup d'élus, et je pense que ça concerne aussi ici tout le monde. Et donc je veux en profiter pour faire un appel à la générosité, non seulement publique, mais aussi privée, parce que cet aspect-là, la faim, ça nous concerne tous. Et de ce point de vue-là, il y a aussi d'ailleurs des circuits d'aide au développement, des fonctionnements qui sont à réviser. Le public est en face de vous, il est de toute façon sensible naturellement. On a parlé de ce contexte, on a planté le décor ensemble. Je voudrais qu'on voit ensemble ce qui vous concerne les uns les autres, dirigeants d'entreprises, dirigeants de fédérations, TPE, PME, grands groupes. Ces nouvelles recompositions géopolitiques nous amènent-elles sur des nouvelles recompositions économiques, business? On va en parler avec les intervenants qui sont ici et qui sont à la tête parfois de grandes entreprises. Parlons-en avec vous, François David, à la tête de Coface. Un petit mot sur ce qui s'ouvre maintenant pour le business dans cette recomposition géopolitique. Oui, notre spécialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le risque pays. C'est notre job, c'est de voir quels sont les risques pour les entreprises dans les différents pays. Alors, quand on regarde le risque pays, et vous regardez ça tous les jours parce que vous travaillez à l'exportation, il y a deux interlocuteurs qu'il ne faut pas écouter et un qu'il faut écouter. Ah. Vous imaginez lequel est le troisième. Alors, les deux interlocuteurs qu'il ne faut pas écouter, c'est d'abord les agences de notation. Vous avez vécu au mois d'août deux événements extraordinaires. Le 2 août, Standard & Poor's dégrade la note des États-Unis parce que la réduction de leur dette leur paraît insuffisante. Et puis le département du Trésor américain réagit immédiatement en disant « Excusez-nous, messieurs, on a lu votre étude, vous vous êtes trompés de 2000 milliards de dollars. » Une paille, oui. Au lieu de dire « Pardon, on remet le 3A », ils ont dit « Ah bon, on s'est trompé ?» Bah écoutez, non, on garde notre note parce que finalement, la situation politique du pays n'est pas très bonne. Grotesque. Il y a 15 jours, non plus Standard & Poor's, mais Moody's dégrade la note du Japon sous prétexte que la dette du Japon est trop élevée. La dette du Japon est très élevée, elle l'a été toujours, elle l'est encore. Alors quel est le motif? Pourquoi? Il dit parce que la situation politique n'est pas terrible. Alors comment on mesure ça? Situation politique terrible, pas terrible, médiocre, pas médiocre. Et ceci impacte immédiatement la bourse. Donc ces agences ont une responsabilité considérable, elles font des erreurs que personne ne sanctionne et ça a des conséquences énormes pour les entreprises. Alors on n'écoute pas les agences de notation, qu'est-ce qu'on n'écoute pas encore? On n'écoute pas non plus les oiseaux de mauvais augure. Les oiseaux de mauvais augure sont des gens... parce que je m'appelle Rossignol, c'est pour ça. Non, d'accord. Qui annoncent des catastrophes. C'est pas mal d'annoncer des catastrophes parce que ça fait vendre et puis quand la catastrophe n'arrive pas, on a oublié que vous l'avez annoncé. En revanche, quand vous êtes optimiste et que vous vous trompez, alors là, tout le monde vous tombe dessus. Alors il y a des agences, il y a des agents, des oiseaux de mauvais augure qui vendent des livres sur la crise, ça rapporte, mais ça rime à rien. Alors qui est-ce qu'il faut écouter? Nous. Qui ça, nous? Nous, Coface. Alors pourquoi il faut nous écouter? Attention, c'est le quart d'heure de pub de Coface, mais ça dure 2 minutes. Hein. On a un stand d'ailleurs. Donc c'est fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un instrument de mesure microéconomique qui est les défaillances d'entreprises. Il y a une corrélation totale entre les défaillances d'entreprises dans le monde et la croissance économique. On nous a annoncé en juillet, il y aura un double dip, une récession. Alors nous, on a regardé nos courbes de défaillances d'entreprises qui bougent à peine, elles augmentent un peu, à peine. Alors qu'avant un double dip, les courbes de défaut de paiement augmentent de manière verticale. Donc, il n'y aura pas de double dip, il n'y aura pas de récession. Et les dernières prévisions du Fonds monétaire international, pessimistes, d'après eux, annoncent une croissance mondiale en 2011 de 3,2%. Où est le double dip? Oui. Je vous rappelle que dans les grandes années Greenspan 2002-2007, de croissance formidable, la croissance moyenne dans le monde était de 3,8%. Aujourd'hui, elle est de 3,2. C'est moins bien, mais ce n'est pas le double dip. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone de fragilité, on pourra y revenir s'il y a des questions sur tel ou tel pays, mais globalement, le message qu'on veut vous donner, nous, Coface, c'est de dire il n'y aura pas de double dip, il n'y aura pas de récession, il y aura une croissance un peu moins forte qu'avant, plus molle, avec des fragilités, mais surtout continuer à commercer.
et surtout continuer à commercer avec des polices COFAS qui vous garantissent contre le risque. L'appel est lancé et la publicité est passée de manière tellement subliminale que personne ne s'en est aperçu. Merci en tout cas pour cette discrétion. Eutelsat et Safran sont autour de cette table. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont vécu l'avant, parce qu'ils sont bien implantés, l'après. Est-ce qu'on flippe quand on est à la tête d'un grand groupe, on se dit hop, 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 les choses changent. Est-ce que j'ai toujours les mêmes cartes en main? Est-ce que j'ai toujours les mêmes chances? Ou est-ce que parce que je suis là depuis bien longtemps, on va me foutre dehors? Je vais laisser la parole à Michel de Rosen, qui est directeur général d'Eutelsat. Vous observez le monde depuis vos satellites, vous l'observez depuis le terrain où vous êtes installé. Quid de l'avenir au cœur de ce monde en mouvement? Alors, première observation, c'est que nous sommes présents dans cette région depuis plus de 20 ans. Deuxième observation, nous sommes une société de contenant, pas de contenu. Néanmoins, les satellites, avec les technologies terrestres associées, ont été un vecteur essentiel dans les printemps arabes. Bien sûr. Puisqu'en effet, Internet d'une part, GSM deuxièmement, télévision troisièmement, tous ces réseaux ont été les vecteurs qui ont permis la mobilisation des opinions locales, nationales, mais aussi internationales. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé des téléphones portables, on a moins parlé du rôle des chaînes de télévision comme Al Jazeera dans la mobilisation des opinions. La remarque suivante est qu'il y a eu, comme chacun le sait, des résistances des gouvernements en place pour censurer cet effort d'expression des peuples. Et si cet effort de censure n'a pas été un succès, c'est grâce à la diversité des différents réseaux. Quand un réseau était coupé, il y en avait un autre qui réagissait. Et donc cette diversité est clé pour la démocratie. Alors, je voudrais néanmoins dire ceci. Ce qui s'est passé ces 6 derniers mois est donc formidable, c'est un progrès de la démocratie. Néanmoins, 2 remarques, si je puis me permettre, sur le terrain politique. Une première remarque, c'est qu'il y a des pays dans lesquels le problème de la démocratie reste posé. Oui. Je prends l'exemple, tout le monde passe à la Syrie, mais je voudrais aussi dire un mot de l'Iran. Nous avons sur l'un de nos satellites la chaîne BBC Farsi, qui parle en langue farsi à la population iranienne. À chaque fois que l'actualité nationale devient chaude, les autorités iraniennes font le nécessaire pour brouiller la chaîne BBC Farsi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complice de ce brouillage-là, puisque c'est vous qui avez le satellite? satellite? Mais pas du tout. Nous faisons ce que nous pouvons pour aider la BBC à ce moment-là à passer sur un autre satellite. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que de même que la communauté internationale s'est mobilisée pour faire ce qui a été fait en Libye, je pense qu'il faudrait aussi une mobilisation de la communauté internationale pour lutter, interdire les actions de brouillage comme celle-là. C'est faisable? C'est faisable. C'est faisable, c'est une question de rapport de force. Alors maintenant, si vous le permettez, un mot encore sur un aspect plus économique des choses. Oui, et ensuite Jean-Paul Hertemann de Safran. Nous parlons bien entendu de cette région comme d'une grande région. C'est une région très diverse. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans les Émirats arabes unis, 76% de la population a accès à l'Internet. En Tunisie, c'est 34%. En Syrie, c'est 18%. En Libye, c'est 5%. En Irak, c'est 1%. Donc il y a encore une diversité. Et évidemment, plus nous saurons les uns et les autres favoriser le développement de l'Internet et du téléphone mobile et des télévisions, plus cela favorisera le développement économique et le développement de la démocratie. La dernière remarque, c'est que pour travailler dans ces régions, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait une offre et il faut des partenaires. La demande, elle est considérable. Dans le seul domaine de la télévision, nous voyons l'émergence de la télévision à haute définition dans la région et ce sera l'un des moteurs de la croissance à venir. L'offre, nous sommes l'une des sociétés qui apportons une offre intéressante à cette région. Nous avons lancé il y a quelques mois le plus puissant satellite du monde, KASAT, qui offre notamment des services Internet sur toute l'Europe, l'Afrique du Nord
et les pays du Golfe. D'accord. Et nous avons là un beau potentiel. Troisièmement, il faut des partenaires. On en a depuis 20 ans et je peux vous assurer qu'ils nous aident à traverser les moments difficiles de 2011. J'ai cette question pour vous, Jean-Paul Herteman, pour Safran. C'est une question qui vient d'arriver d'ailleurs sur Twitter. Les révolutions arabes sont-elles bonnes pour le business? Est-ce que c'est bon pour votre business? C'est presque indécent de poser la question de cette manière-là, mais on y va cash puisque les gens se la posent. C'est comme tout mouvement dans le monde, c'est à la fois porteur d'opportunités, porteur de risques. Les transitions sont jamais simples, mais globalement, on a, au niveau des décideurs dans une entreprise, plutôt avantage à tenter d'exploiter les opportunités que d'avoir peur des risques. Bon, ceci étant, la première tendance lourde de la mondialisation de ces dernières années, pour une entreprise d'aéronautique au sens large comme Safran, ça a été d'abord le développement des briques. Le trafic aérien s'accroît à peu près comme le PIB d'une zone à la puissance 2, donc la demande aujourd'hui est très majoritairement tirée par la Chine, qui est le premier marché d'aéronautique du monde, comme elle l'est dans l'automobile et dans un certain nombre d'autres domaines. Oui. Les 2/3 des flottes actuelles sont aux États-Unis et en Europe. Les 2/3 du carnet de commandes, qui couvre 4 à 5 ans en gros, sont dans les briques. Et la double évolution auquel on assiste, c'est que dans ces domaines de haute technologie, la demande est aujourd'hui tirée par les émergents, oui. Et les capacités de demain seront dans les émergents. On n'a pas encore une idée assez profonde de la vitesse d'évolution éducationnelle et technologique des pays émergents, et je reviendrai très vite sur le monde arabe après. La Chine, l'Inde forment autant d'ingénieurs en proportion de leur population que la France ou l'Europe. Vous voyez le rapport de force. On a peur et on vit mal les copies actuelles. Mais demain ou après-demain, parce que dans certaines industries comme l'aéronautique, le nucléaire, etc., il faut de la profondeur d'innovation technologique et scientifique, mais aussi du temps, de l'expérience pour maîtriser ça. Sont de formidables concurrents. Et on assiste aussi, même si c'est pour plutôt après-demain que demain, ces mêmes tendances dans les pays d'Afrique du Nord en particulier. Et les révolutions que l'on vit actuellement doivent accélérer cette tendance qui peut être une très grande opportunité. Alors, oui. Pour prendre le tout petit exemple concret de Safran, il y a une petite dizaine d'années, on a commencé à s'implanter industriellement au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est culturellement proche de nous, le tissu éducatif nous paraissait solide, les structures relativement sereines, et puis la compagnie aérienne nationale marocaine a une position un petit peu particulière de pivot entre l'Europe et l'Afrique qui est intéressante. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On a à peu près 2000 personnes avec les PME sous-traitantes qui nous ont accompagnés. 2000 personnes, oui. On fait, bon, c'est pas beaucoup, mais on fait des réseaux électriques des avions, on fait des inverseurs de poussée, on fait de la maintenance de réacteurs d'avion, on a des bureaux d'études de mécanique, mais aussi de logiciels de sécurité. On rejoint presque les écoles mathématiques arabes, la cryptologie, oui. Des choses comme ça. Donc, on commence à aborder des domaines de technologie pointue, presque de souveraineté. Et ce qui est intéressant de noter, même si 2000 personnes, c'est un peu anecdotique dans l'évolution du monde ou du monde arabe, moyenne d'âge de nos 2000 personnes, moins de 30 ans, niveau de qualification moyen équivalent Bac+2 et 2/3 de femmes. Ça, c'est pas tout à fait anecdotique et innocent. Donc, oui, beaucoup de changements, beaucoup d'opportunités, des risques à maîtriser, que ça soit des deux côtés de la Méditerranée ou plus globalement avec la Chine et tous les autres acteurs mondiaux. Je vais poser la question à ma voisine qui ne m'en voudra surtout pas
de lui donner la parole après tous ces hommes qui sont passés un peu avant. Vous l'aurez compris, il s'agissait de construire un peu l'histoire tous ensemble. Et je suis ravi que vous soyez à côté de nous, Dame Alexander. Vous êtes à Londres, à la tête de l'équivalent du MEDEF, sur place, en tout cas le mouvement des industries, des grands industriels. Vous êtes à la tête de grands groupes, on l'a rappelé tout à l'heure. Quelle est votre vision de ce que nous disons là actuellement, la vision proprement britannique, dont on sait qu'elle peut être si particulière? Qu'est-ce que vous entendez dans ce débat si franco-français aujourd'hui? Et comme on est un peu en train de tirer la couverture un peu à nous, j'imagine que avec votre flegme tout britannique, vous saurez quand même prendre votre place et prendre ce qui vous intéresse. Merci beaucoup. Enfin, je trouve ça très intéressant que vous vous focalisez surtout sur les pays arabes, parce que de mon côté, du perspective de Londres, je vois qu'on a maintenant un gouvernement qui nous encourage tous les jours à faire encore plus d'export. Oui. On a un Premier ministre qui nous rappelle chaque semaine que nous exportons plus à l'Irlande qu'aux 4 pays BRICS, ça veut dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, oui. Réunis. Donc, on a énormément d'opportunités, d'occasions pour voir ce qu'ils adonnent l'export comme avenir. Et si vous permettez, je focalise un peu sur la Chine, parce que maintenant, on est dans un état où la Chine a pris la place du Japon comme deuxième économie du monde. Et on a une situation où les économies, comme dit monsieur, les économies émergentes fournissent les 2/3 de la croissance mondiale en ce moment. Dans les années 80, c'était 1/3, dans les années 90, c'était la moitié, et maintenant, c'est les 2/3, donc c'est énorme. Oui. Et là, enfin, je trouve énormément de méfiance entre les entreprises anglaises à propos de la Chine, et surtout à propos des Chinois quand ils viennent s'intéresser, si j'ose dire, dans nos produits, dans notre pays à nous. Je crois qu'il n'y a pas que les Britanniques qui ont des angoisses là-dessus. Au point de vue propriété intellectuelle, des ressources, l'innovation, tout ça, mais on a quand même Huawei, je ne sais pas comment dire Huawei en français, l'entreprise de télécommunications chinoise, qui ont enregistré plus de brevets que tous les autres pays ensemble dans les dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a les Chinoises qui reconnaissent que les cultures, les lois internationales sont très importantes, pas seulement pour les autres pays, mais pour les Chinois aussi. Donc si on pense comme menace ou opportunité, qu'est-ce que c'est la Chine? Pour moi, c'est tout à fait opportunité, occasion, plutôt que menace. Bien sûr. Et je crois que, je serais intéressée par ce que l'audience dit à propos de ce sujet. Je pense que ça les fait flipper quand même, mais ça doit les intéresser aussi. Xavier Bourdon avait un mot à dire là-dessus, et ensuite François David, toujours sur cette même question. Oui, juste un mot. Est-ce que ça va être business as usual? William Bourdon, pardon pour... Oui. Je me suis trompé sur le prénom, pardon. C'est pas grave. Est-ce que ça va être business as usual, comme avant? D'évidence, non. Pour ceux qui ont été dans la rue au Caire et à Tunis, il y a un mot d'ordre très fort. Ce mot d'ordre très fort, c'est il faut mettre fin à l'État patrimonialisé par un clan. Un État privatisé et qui a permis un pillage de nos ressources publiques. Oui. Et cette intuition très forte chez les pauvres, comme chez la classe moyenne, que le cancer absolu aujourd'hui qui menace ces pays, c'est la corruption. Cancer pour l'état de droit, cancer pour la démocratie, cancer également pour le développement, même si les causes sont multiples. Et je vais vite. Évidemment que ce message de la rue arabe, elle renvoie à un message des acteurs du marché, pas simplement français, qui déclinent sous des variantes multiples leur engagement en faveur de la responsabilité sociale et environnementale, qui multiplie les chartes anticorruption
Donc il y a là un télescopage qui va peut-être être vertueux entre l'exigence de l'opinion publique arabe d'avoir un État vertueux et l'engagement des acteurs de marché d'être de plus en plus vertueux dans une compétition parfois extrêmement difficile où effectivement les acteurs du marché se trouvent face à un dilemme au sens d'Aristote, c'est-à-dire être vertueux mais perdre des parts de marché. En tous les cas, ce dont je peux témoigner. Et comment on fait, Ce dont je peux témoigner, c'est le fait que les élites tunisiennes, marocaines demain, égyptiennes, ne supporteront plus les acteurs économiques qui perpétueront dans une logique d'impunité une culture clientéliste, une culture corruptive, avec ceux qui demain dévoieraient à nouveau leur engagement d'un État impartial, d'un État vertueux. Voilà, je pense que c'est un grand défi pour les acteurs du marché français et européens. Pour aller dans ce sens, François David, je vous laisse la parole là-dessus. Sur la question, les révolutions arabes sont-elles bonnes pour le business? J'entends bien ce que dit Maître Bourdon, mais ça c'est vachement bien de me le dire sur le papier, et ils n'accepteront pas, il va falloir que tout le monde soit blanc comme neige, etc. Mon œil, ça ne va pas se faire dès demain. À un moment donné, comment est-ce que je fais si je suis entrepreneur, que j'ai envie de gagner des marchés? Je vais bien être l'enfant sage sur le business, mais si c'est pour rester au bord de la route et rien faire, je fais comment quand j'ai ma petite vertu qui me donne des conseils pour me remettre un peu sur le droit chemin, et quand je vois de toute façon tous les autres me passer devant avec des méthodes qui sont beaucoup moins vertueuses. Oui, sur le thème, les révolutions arabes sont-elles bonnes pour le business? Moi, je voudrais prendre Madame Saïdi à témoin. Je ne fais et pas... ce serait bien que vous répondiez à ma question aussi, juste pour... Alors, si on est là pour répondre aux questions... Des journalistes, non, c'est vrai. Des journalistes, alors non. Ça ne sert pas à ça. Non, bien sûr. Je ne fais pas d'obsession sur les agences de notation, mais Madame Saïdi, vous vous souvenez, le lendemain de la révolution tunisienne, les agences de notation ont dégradé la note de la Tunisie, ce qui fait que ses taux d'emprunt ont augmenté. Quelle belle leçon pour les jeunesses dans ces pays. On leur dit, les gars, vous voulez faire la révolution? Attention, ça va dégrader la note de votre pays. Surtout, ne faites rien. Donc, responsabilité importante. Sont-ils complices? Est-ce que ceci va être bon pour le business en Tunisie ou en Égypte ou demain en Libye? Oui, pourquoi? Pour une raison simple, et je réponds à votre question, il y avait avant, et Mme Saïdi le confirmera, une captation des entreprises par l'élite dirigeante qui freinait le développement du pays, parce que les entreprises étaient captives et ne se développaient pas. Demain, nous avons, nous, COFAS, tout à fait confiance dans le fait qu'une nouvelle génération d'entreprises va se développer. En Tunisie, on le voit déjà, en Égypte d'ailleurs, donc la note qu'on donne à la Tunisie après la Révolution devrait être une note meilleure qu'avant la Révolution, et donc exactement l'inverse de ce que les gens jugent. Alors sur la naïveté des uns et des autres, je ne me prononcerai pas. Nous avons des leçons à prendre de tout le monde, bien sûr, et notamment de nos amis britanniques qui sont très très forts dans ce domaine. Aussi, Monia et Saïdi, pour continuer vraiment dans ce sens-là, juste une question. Est-ce que, moi je me mets à votre place là, en écoutant tout ce que j'entends, notamment ce matin, et les questions que les gens peuvent se poser, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire que les Tunisiens ont fait leur révolution, on va parler de votre pays, vous avez fait la révolution, vous avancez vers une démocratie, sur quelque chose de formidable, on vous le souhaite évidemment, et vous avez tous les pays autour, et notamment les puissances à travers le monde, qui sont en train peut-être de réagir, comme on pourrait les percevoir comme des charognards, en train de se dire, ça y est, nous on arrive. Est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens-là, eh oh, laissez-nous, nous d'abord, prendre le pouvoir chez nous, laissez-nous, nous d'abord, faire notre business, ne prenez pas notre place, ne réitérez pas les erreurs du passé. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous traverse l'esprit? Franchement, on est entre nous. Oui, c'est une idée qui nous traverse l'esprit. En ce moment, nous voyons que la révolution tunisienne, elle a suscité l'admiration du monde. Elle a suscité l'admiration du monde. Tout le monde a fait de beaux discours. Monsieur Bush s'est levé devant le Congrès. On a eu droit à beaucoup d'honneur. Mais aujourd'hui, nous avons un défi, celui de la faire réussir. Parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut absolument qu'on réussisse notre révolution. Il faut qu'on la réussisse seule. Comme on l'a faite seule, il faudrait qu'on la réussisse seule. Ceci dit, nous avons toujours besoin de nos amis, de soutien, d'un partenariat gagnant-gagnant. Un vrai partenariat, pas un partenariat de discours, un partenariat à tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, vous savez que 42% de la population tunisienne a moins de 25 ans. Donc il y a un potentiel pour l'avenir. Donc un partenariat au niveau des universités, au niveau des centres de formation, un partenariat culturel.
pour rapprocher les peuples, pour mieux nous connaître, pour justement dépasser certaines phobies. Et ensuite, un partenariat business, parce que le business, c'est une conséquence d'un certain échange, d'une synergie qui se fait entre les peuples, surtout qu'on a la chance d'être francophone et d'être orienté et tourné vers l'Europe, beaucoup plus que orienté et tourné vers l'Orient. Aujourd'hui, il y a 3 axes très importants pour notre révolution, pour qu'elle réussisse. Nous avons besoin, monsieur a parlé de communication. Oui, la communication est indispensable. Autant Facebook et les chaînes étrangères, particulièrement Al Jazeera, ont joué un rôle prépondérant, ont joué un rôle très important pour la réussite. Autant aujourd'hui, on se pose la question du rôle et des intérêts de ces chaînes. Oui. On se pose vraiment la question. On a besoin de communication saine, on a besoin d'une communication fiable et non pas d'une communication manipulée. El Jazeera aujourd'hui ne montre que un côté qu'ils viennent bien de montrer. Il ne montre que les revendications sociales, que les sit-ins, que les barbus. Mais il n'y a pas que cela en Tunisie. Il y a des entrepreneurs qui travaillent. La révolution s'est faite le 14 janvier. Le 17 janvier, on était à nos bureaux. Et ça, on ne l'a pas vu. Bien sûr. Le 17 janvier, on a commencé à travailler. Et le premier trimestre n'a pas été aussi lamentable que cela. Nous avons vu nos exportations croître de 18%. C'est vrai que le mois de janvier et février ont été désastreux, mais on a très vite rattrapé la chose au niveau des exportations pour le mois de mars. Et ça, on ne le voit pas assez. Et la révolution doit aussi se faire de ce côté-là. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais interpeller Jean-Louis Guigou pour poursuivre, et puis évidemment d'autres intervenants. Mais Jean-Louis Guigou, vraiment en quelques mots, un petit regard sur ce qu'ont fait les Allemands, notamment la stratégie des industriels allemands, puisqu'on s'en inspire très souvent, à tort ou à travers parfois. Oui, les Allemands ont été confrontés dans les années 1989 avec la chute du mur de Berlin. Ils ont eu très peur de voir les Polonais, les Tchèques, les Roumains, c'est-à-dire le travail se déplacer vers le capital. Et les Allemands, d'une façon brutale, volontariste, ont pris le capital et l'ont déplacé dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ce qui fait, quelques détails, ce qui fait que ce petit pays de 85 millions d'habitants est toujours le premier exportateur mondial et équivalent avec la Chine, qu'il a une balance commerciale, industrielle extraordinaire et, chose surprenante, il délocalise dans les pays de l'Est et en même temps, il crée des emplois en Allemagne. C'est surprenant. Il maîtrise la valeur ajoutée. À l'heure actuelle, les Allemands, ayant fait le plein dans les pays de l'Est, sont en train de descendre en Tunisie. Et s'il n'y avait pas eu la révolution, dans 2 ans, les investissements directs allemands en Tunisie doublaient les investissements français. Ah oui. Et ce qu'il y a de surprenant dans ces délocalisations, ce sont les sous-traitants. C'est-à-dire les Allemands se disent, plutôt que de faire monter les Algériens et les Tunisiens en Allemagne et en France, eh bien, c'est les sous-traitants qui doivent aller là-bas. Et donc, ils ont une stratégie, c'est le partage de la valeur ajoutée. Ils ont des contrats d'objectifs. Dans chaque entreprise délocalisée, il y a à peine un expatrié. Ils embauchent les élites locales sur des contrats d'objectifs, partage de la valeur ajoutée, et ils exercent évidemment la responsabilité économique et sociale des entreprises. En un mot, Jean-Louis Guigou, est-ce que les Français, les industriels français devraient s'inspirer de cela, faire la même chose? En un mot, s'il vous plaît. En un mot, mais ça va être très contracté. Je vous raconte l'entretien que j'ai eu il y a 1 an avec M. Khalil, le ministre de l'Industrie, qui n'est pas un modèle de vertu. Il est maintenant en semi-prison. Bouteflika l'a mis de côté. Je le rencontre, en Algérie? En Algérie, excuse-moi, en Algérie. Je le rencontre à Milan. Ça fait 2 ans que je cherche à le voir. L'homme est de taille moyenne, il a des gorilles. J'arrive à peine. Je lui dis, monsieur le ministre, je veux vous parler. Il me dit, c'est vous, Guigou. Il me dit, vous êtes un imbécile. Je lui dis, monsieur le ministre, vraiment, c'est une façon de m'accueillir. Mais il me dit, moi aussi, je suis un imbécile. Alors j'ai dit, monsieur le ministre, si nous sommes 2 imbéciles, alors c'est très protocolaire. On peut parler. Et voici l'anecdote. Il me dit, regardez, j'ai du gaz et du pétrole, mais je suis un bougnoul, je suis un arabe. Vous n'avez pas confiance en moi. Vous avez peut-être raison. Alors vous me prenez le gaz et le pétrole, vous le portez dans la vallée du Rhône. Et dans la vallée du Rhône, vous créez à Fezin le plus grand centre de transformation
de chimie, de pétrole, etc., vous polluez la vallée du Rhône. Comme vous n'avez pas des ouvriers, vous allez chercher des immigrés algériens, vous les mettez en velin. Comme ils s'ennuient toutes les nuits, ils font brûler des voitures, les pauvres, ils sont des immigrés, ils s'ennuient. Et quand vous avez produit du plastique, vous me renvoyez le plastique. Question Guigou, dans votre intérêt et dans mon intérêt, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer industriellement l'Algérie sur la base de ses richesses? Et la question, en effet, est justifiée et posée. Voilà. Jean-Louis Guigou, merci pour ça. Catherine Vandone, vous levez la main. On va aller rapidement pour ensuite laisser en quelques mots 2-3 questions dans la salle. Je voudrais seulement dire que, effectivement, la délocalisation est un aspect qui, pour certains, serait une réponse à la mobilité, mais oui. Ça n'est pas la seule. Il y a des tas de secteurs qu'on ne peut pas délocaliser, par exemple. Tout à l'heure, j'avais une question qui venait de la salle sur l'Espagne. Et on me demandait, les flux migratoires se sont-ils inversés avec la crise? Est-ce un mouvement de fond en Europe? Non. C'est vrai qu'il y a des secteurs comme le bâtiment qui ont été très touchés par la crise, notamment en Espagne. Ceci dit, l'Espagne est quand même le 2e pays d'immigration en Europe aujourd'hui, devant la France. Par ailleurs, il y a des secteurs comme, par exemple, l'agriculture, qu'on ne peut pas faire dans le pays voisin, sur la rive sud de la Méditerranée, tout au moins pas totalement. Oui. La garde des personnes âgées, l'aspect, on a parlé des âges médians. En Europe, l'âge médian est de plus de 40 ans, alors que dans la rive sud de la Méditerranée, elle est autour de 25 ans, 19 ans en Afrique subsaharienne. Donc il y a toute une série de gens qui sont attirés par l'Europe, à la fois pour travailler, mais aussi pour bouger. Et c'est ce que les pays européens ont du mal à comprendre, que finalement la modernité, c'est vivre dans plusieurs espaces à la fois. Et ces mobilités sont fortement bloquées par les politiques migratoires qui vont souvent à l'inverse en termes de logique des volontés économiques qui permettraient plus de circulation. Donc il y a une sorte de partie de bras de fer entre une option politique qui est sécuritaire et une option économique qui est plus de mobilité. Merci pour ce regard. Monsieur le ministre, je vous ai su sage et vu sage depuis tout à l'heure sur le chronomètre. Je ne doute pas que vous serez un bon allié, un bon complice du journaliste en réagissant à tout cela aussi dans un temps relativement court. Alors, j'ai absolument pas envie de réagir à cela parce que tout ce qui a été dit est absolument parfait et mériterait de long débat. Je voudrais m'adresser aux chefs d'entreprise dans la salle et leur demander de s'intéresser aux industries de l'armement. Ce sont des industries pour lesquelles la France a à la fois une légitimité, une autorité, des références et une place mondiale très insuffisante. Le marché mondial de l'armement, 50% à peu près les États-Unis, 15%, madame, la Grande-Bretagne, 10% à peu près la Russie, 7 à 8% pour la France, et Israël, qui n'est pas le plus grand pays du monde, doit faire à lui seul 4%. L'armement est intéressant parce que la commande publique est stable et nous aimons les partenariats de long terme. Il est difficile d'accéder à l'armement, mais nous établissons des partenariats de long terme. Ce sont des activités où la légitimité de celui qui utilise renforce l'autorité de celui qui fabrique, qui conçoit, qui imagine et qui par conséquent peut vendre. Et j'ajoute, pour là aussi évoquer la Chine, s'il y a des secteurs d'activité où des grandes puissances hésiteront à courir à l'avantage prix pour garder une certaine maîtrise de leur technologie, c'est bien les industries de l'armement au sens large. Par exemple, l'une des plus grosses dépenses en matière d'armement, ce sont les très grands calculateurs. Croyez-vous qu'un pays raisonnable confierait ces très grands calculateurs aux systèmes de communication et de télécommunication à un pays dont il n'aurait pas la certitude qu'il respecte des règles de transparence absolue dans la maîtrise de l'équipement par celui qui l'achète, sans que cet équipement soit plus ou moins contrôlé par celui qui l'a vendu. Donc, message bref, intéressez-vous à ces produits. La France est en deçà de la part à laquelle elle pourrait prétendre dans le marché mondial et nous avons l'intention durablement d'établir des partenariats car nous avons le sentiment que pour notre pays, en Europe, avec la Grande-Bretagne, nous sommes sans doute l'un des deux qui, ayant une conception tragique des relations internationales, maintiendra durablement un effort de défense.
Merci pour ce regard. Il faut que je vous avoue et que je me confesse auprès de vous, le métier que je fais est fort frustrant parce qu'on m'a donné 12 personnalités, vous les avez entendues, formidables. Chacune d'entre elles, de ces personnalités, aurait pu nous tenir une journée sur la thématique. On m'en a mis 12. Donc en quelques minutes, il a fallu faire ce débat. C'est frustrant pour moi, pour eux, vous imaginez, pour vous encore plus. C'est pour ça que j'ai un nom d'oiseau pour me faire traiter de tous les noms d'oiseaux à la sortie. Je voudrais, puisque malheureusement je n'ai pas le temps de vous laisser la parole, parce que juste après, il y a une séance ici plénière, je voudrais juste demander l'exercice le plus compliqué pour ces invités, c'est de se frustrer encore plus et de me dire le mot, les 2-3 mots que vous devez retenir de ce qui s'est dit ce matin, et les mots les plus engageants évidemment pour l'avenir, ce sur quoi ils vous attendent pour et développer le business, aider au développement de la démocratie et accompagner évidemment ces recompositions géopolitiques. Je passe la patate chaude pour commencer à Gilles Kepel qui est au bout de cette table. Merci. Je crois qu'il faut avoir confiance et y avoir de l'espoir. Je crois que ce qui est ressorti de cette discussion ce matin, c'est qu'il y a une énorme différence démographique entre le Nord et le Sud, oui, et que nous devons absolument investir dans la jeunesse, accompagner la jeunesse, et ça se traduit par un mot, qui est le mot éducation. C'est une priorité que nous avons trop peu développée jusqu'alors. Nous ne savons pas mettre en œuvre, pas suffisamment. Je crois que ça va être l'un des grands enjeux du débat de l'élection présidentielle, merci, à la Gilles fois Kepel. pour nous et pour les populations du Sud. Merci Gilles Kepel. Dame Hélène Alexander, vous devez partir parce que vous nous avez fait l'honneur de venir depuis Londres et vous partez tout de suite à Milan. Le mot, c'est lequel? J'ai qu'un seul mot et c'est l'opportunité. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on l'applaudisse particulièrement parce qu'elle a fait un effort formidable de nous parler en français aussi. Thank you very much. Merci Dame Hélène. Eh bien, je continue. François David, en un mot, je retiens quoi? Je rejoins ce que dit Gilles Kepel en insistant sur l'aspect économique. Il faut avoir confiance et je pense que la tonalité de l'université d'été est une tonalité qui me plaît parce qu'elle est en contradiction avec celle qu'on entendait début juillet et en août. Je crois que les gens recommencent à avoir confiance. Et ces journées-là font du bien. Merci beaucoup à vos côtés. Michel de Rosen. Opportunité, ténacité et respect. Opportunité, il y en a beaucoup, il y en aura encore plus. Ténacité, parce que ça prend du temps, et respect, parce qu'il faut respecter les partenaires locaux. Bien sûr, Catherine de Venden. Il faut accepter de vivre dans un monde en mouvement, qui bouge. Monia Essaidi. Je voudrais inviter nos amis et partenaires français à investir dans la démocratie. Et c'est important. Jean-Paul Hertemann, Safran. Oh, n'ayons pas peur, osons saisir les opportunités formidables. Maître William Bourdon, avocat. Je trouve ça formidable et assez ironique que ce soit le monde arabe qui a été si gravement défiguré, qui nous rappelle cette exigence d'essayer de concilier par le haut de la démocratie et le développement. Et c'est bien de le souligner en effet. Jean-Louis Guigou. Ne pas attendre et agir vite en les écoutant. Pascal Boniface. Convaincu que sur le long terme, les choses vont s'améliorer. Il peut y avoir des troubles sur le court terme. Il faut bien distinguer long et court terme. Pierre Moscovici. Ce serait le changement. On est devant des ruptures géopolitiques fondamentales et il me semble qu'en effet, nos politiques internationales ne peuvent pas non plus rester inertes. Gérard Longuet, 2 mots de la fin pour le prix d'un. Intéressez-vous aux chefs d'entreprise, intéressez-vous au secteur de la défense française, c'est un secteur en développement durable. Je voudrais partager avec vous tout le bonheur qui a été de rencontrer tous ces intervenants. On peut les applaudir et les remercier bien sûr. Merci mesdames, merci beaucoup messieurs, merci à vous pour vos questions. Et un merci tout particulier pour le plaisir que j'ai eu à vous accompagner ce matin. Bonne université d'été, profitez-en. Il fait bon d'être avec vous. Bonne journée à tous.